Connais-tu vraiment la puissance du Design Ops ? Le Design Ops permet de définir, de mettre en place et de mesurer les flux de travail au sein d'une équipe design. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet. Et pour en parler, j'ai demandé à Nicolas Châtelain de venir échanger avec moi. Dans cet épisode unique, tu apprendras quel est le rôle exact du Design Ops, comment devient-on Design Ops Manager, quelles sont les difficultés qu'il rencontre régulièrement et ses enseignements, mais aussi quand, comment et avec qui pour le mettre en place dans une structure, mais aussi comment mesurer l'efficacité du Design Ops au sein d'une équipe. Et nous aborderons aussi le sujet des formations. Et surtout, dans la conclusion, il partage avec toi quel sera le rôle du Design Ops dans le futur. Donc, ce que tu vas écouter maintenant est une véritable masterclass sur le Design Ops. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car tu vas certainement apprécier le contenu de cet épisode. Savoir, c'est bien. Tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! Avant de débuter, je voudrais te parler d'un produit que tu connais sûrement qui est FigJam, le tableau blanc pour les équipes lancé par Figma. FigJam a changé et aujourd'hui il intègre une AI, une intelligence artificielle. FigJam AI t'aide instantanément à visualiser tes idées, il te suggère les bonnes pratiques et automatise les tâches répétitives. Avec FigJam AI, tu peux générer des templates pour les réunions d'équipe hebdomadaires, les brainstorming et les rétrospectives, ou bien organiser tes projets avec des plannings visuels et des organigrammes, et tout ça depuis une simple invite. Dans FigJam AI, tu peux utiliser un prompt préprogrammé ou bien écrire le tien. FigJam AI t'aide aussi à gérer tes notes. Tu peux les trier rapidement par groupe afin de perdre moins de temps à tout organiser manuellement et donc à gagner du temps pour développer tes grandes idées. FigJam AI résume tes notes pour toi. Tu visualises clairement tes points clés et les étapes à venir en résumant les notes en un seul clic. Et tu peux même générer un lien rapide pour partager le résumé. Enfin, tu peux doubler FigJam avec la puissance de ChatGPT. Utilise Jambot pour réfléchir à tes idées, briser la glace ou même coder tes designs. FigJam AI est actuellement en version bêta et il est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs ayant un compte Figma professionnel, Figma organisation ou bien un forfait entreprise. Inscris-toi à FigJam dès aujourd'hui en utilisant le lien unique qui se trouve dans la description de cet épisode. Salut Nicolas, comment vas-tu ? Écoute, bonjour Laurent, bien et toi ? Oui, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on prépare le sujet et que moi, j'étais très en attente aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler de Design Ops. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Nicolas Châtelain. Je suis Design Ops et Design System Designer chez Orange France. J'ai un profil reconverti. J'ai fait 3 ans en tant qu'ingénieur du visuel après avoir été dans la gestion de projet. Et mon dernier poste, c'est chez Canal avec des responsabilités de chef de projet, d'informaticien sur plusieurs marchés dont l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Mes études dans le design, elles sont assez courtes finalement. J'ai fait une année du master DP&UX à Gobelin en parallèle d'une alternance dans la Design System Core Team chez Thales Digital Factory. Je m'intéresse beaucoup à la sphère internationale. J'ai rapidement compris qu'on était en retard sur pas mal de sujets design et qu'il fallait parler anglais pour pallier à ce retard. Et du coup, j'y entends rapidement parler de Design Ops, sans le comprendre au début en tout cas. J'ai approfondi le sujet avec un mémoire sur l'impact de l'intelligence collective au sein du Design Ops.
Et ça a été surtout un prétexte pour moi de rencontrer des dizaines de profils du domaine en France et ailleurs. J'ai rapidement compris que c'était une belle opportunité pour m'engouffrer dans un marché niche et rapidement y trouver ma place. Et j'avais d'ailleurs eu la même tactique dans mon passé audiovisuel très technique et ça m'avait bien réussi donc je réitère. Ok. Alors, pour comprendre, pour installer un petit peu le sujet, et puis surtout l'interview, donc avec Nicolas, en scriptant cet épisode, on a décidé ensemble de créer plusieurs parties qui sont distinctes, mais qui restent bien entendu sur le même sujet. Et la première partie qui va être, on va dire, le sommaire ou l'introduction au sujet, je voudrais savoir pourquoi tu voulais finalement aborder ce sujet, un petit peu nous donner une table des matières de ce qu'on va parcourir au fur et à mesure de cet épisode, s'il te plaît. Bien sûr. Alors déjà, on brille en France par notre volonté d'entraide. Et même si c'est évidemment motivé parfois par nos propres intérêts, c'est-à-dire l'influence de marque, du développement d'influence personnelle, des recrutements, de l'alignement interne, etc. Par exemple, nos amis québécois, ils m'ont déjà expliqué qu'ils étaient vraiment admiratifs de tous les nombreux meet-up professionnels qu'on mettait en place. Donc bravo à tous là-dessus. Et je voulais aussi, dans ce contexte-là, apporter un peu ma petite pierre à l'édifice, en parallèle de mes implications chez Flupa, Design Ops Assembly et à des playlists. Donc voilà, me voilà, j'ai envie de dire. Et de ma perspective en tout cas, le Design Ops a vraiment fait un bond en maturité en très peu de temps. Et je ressens déjà cette différence entre ma recherche de mémoire qui était intitulée « Comment l'intelligence collective sert-elle le Design Ops pour soutenir le design collectif ?» et aujourd'hui, donc il y a 1 an d'écart entre les deux. D'accord. Et je pense que tout ça, c'est notamment grâce aux interventions de chacun et chacune. Et j'espère que j'aiderai là-dessus. Du coup, pour un peu spoiler, divulgacher, on verra ensemble pourquoi, selon moi, le Design Ops, c'est peut-être la plus belle opportunité du moment pour révolutionner le marché du design. Et tout ça parce que ça apporte plus de cohérence et notamment plus de légitimité aux yeux des décideurs. Et là-dessus, j'ai envie déjà un petit peu digresser en disant que faut vraiment garder en tête qu'être designer, c'est avant tout être vecteur de business. On va aller chercher plus de clients, que ça soit grâce au design inclusif, en attirant donc plus d'utilisateurs potentiels et en ayant un meilleur taux de conversion. Ça permet aussi de faire gagner du temps aux clients pour leur permettre d'être plus efficaces. On parle par exemple d'outils métiers de logistique. Et là-dessus, pour moi, si on est face à quelqu'un peut-être d'hostile ou tout simplement inintéressé par notre métier de designer, bah oui, ça arrive toujours. Je pense que le mieux, c'est il faut avant tout expliquer qu'on est un poste qui crée ce genre d'opportunités de gain et d'expansion de l'entreprise de toutes ses façons et plus encore. Et même si cette relation simple design égale business existe, il faut encore aujourd'hui batailler pour prouver sa valeur. Et c'est là que va rentrer en jeu le Design Ops parce que c'est ce que permet le Design Ops. Ça veut pas dire évidemment que cette compétence de prouver la valeur business du design, elle n'existait pas avant. N'importe quel lead manager faisait déjà du Design Ops, juste il nommait pas la spécialité. Mais avoir des profils dédiés, ça permet, les faits sont là, d'être plus efficace parce qu'on a plus de temps dédié à ce genre de sujet, on est plus proche du terrain et on peut parfois avoir plus d'aisance sur la communication avec les décideurs puisque c'est vraiment notre quotidien, quoi. Et cette capacité du Design Ops à prouver la valeur du design, c'est l'une, je pense, des plus importantes et on va pouvoir l'approfondir par la suite avec des cas concrets. Absolument, tout à fait. Du coup, tu l'as senti, j'adore vraiment parler business, mais on abordera également comment le Design Ops permet de mettre l'humain au centre des décisions. On abordera plusieurs contextes d'entreprise, parce que pour rappel, il existe beaucoup de modèles, un modèle par organisation pratiquement, et avec des logiques d'entreprise de Design Ops, soit comme un rôle décentralisé et partagé parmi tous les designers. Là, je pense par exemple chez Renault Digital,
ou bien au contraire comme un rôle core et centralisé comme chez Aviv. Et donc on va pouvoir parler du DesignOps sous plusieurs formes encore une fois. On va aborder la vision d'Orange, de Thales, en abordant également rapidement les cas de Conto et Payfit. On verra leur différence assez symbolique. Et on va pouvoir répondre à des questions du style est-ce que c'est un rôle indispensable dans une team design? Spoiler, non. Et on parlera enfin formation et peut-être d'une vision sur l'avenir du DesignOps. D'accord. Ok, bon bah super. Et alors pour commencer, j'ai envie de faire une petite introduction. Nicolas a fait un boulot de dingue en fait. Il a interviewé plusieurs personnes. Il est allé voir les équipes de Thales, Conto, Payfit, etc. C'était juste hallucinant. Donc encore merci beaucoup Nicolas. C'est vrai que pour ma part c'était un sujet qui me paraissait important et que je voulais diffuser en fait dans Design Plus depuis très longtemps. Donc encore merci à toi pour tout le travail que tu as fait. Je t'en prie. Alors tout d'abord là, donc on attaque la seconde partie en fait j'aimerais que tu nous donnes ta définition du design ops en fait. À quoi ça correspond et à quoi ça sert? Ouais, ça c'est toujours la question qu'on va revenir et c'est normal. Pour y répondre, on commence du coup souvent par donner sa propre définition. J'ai essayé de m'inspirer de toutes celles qui existent parce que elles sont déjà un peu toutes dites, j'ai envie de dire. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que le design ops, c'est un puissant moyen de soutenir et d'accompagner le pôle design à améliorer son impact au sein de l'entreprise. Et ça permet aussi de lui apporter les meilleures conditions possibles de travail. Donc ça reste assez flou, mais moi, ce que j'aime bien penser, c'est que le design ops, c'est un peu le buddy, le best buddy de n'importe quel designer au sein de son entreprise. D'accord. Et du coup, le design ops, c'est donc assez large. Ça peut être retranscrit comme une philosophie de travail, un rôle très métamorphe qui doit s'adapter au contexte et au jour le jour. Et c'est aussi un mode d'organisation comme chez Orange. On peut énoncer comme principale tâche, je vais pas m'amuser à toutes les dire, mais le design ops se permet d'orienter la réflexion vers une approche plus centrée sur la vie du designer et moins sur la solution créée par le designer. C'est un peu du designception, et là on va pouvoir aussi parler de service design comme l'entend NN Group. Le design ops, ça permet aussi de définir les processus de collaboration entre les designers. D'accord. Le design ops, c'est une structure, ça permet en tout cas de structurer le processus de création et de contribution des components en implémentant les fameux design systems. Tout le monde les connaît, je pense, aujourd'hui. Ça définit comment la valeur du design et les travaux en cours sont présentés aux autres pôles et à tous les stakeholders et décideurs. Et enfin, j'ai envie de dire, ça va permettre de cadrer la mesure de l'impact design au sein de l'organisation et de pouvoir créer des guidelines en fonction. Il y a aussi un côté sur l'ultra-concurrence et le besoin d'aller toujours plus vite avec moins de ressources, c'est-à-dire gagner en efficacité avec moins d'humains, de temps et d'argent. Tout ça, ça nous a donné beaucoup d'opportunités pour développer des besoins qui sont pas sur le quoi du coup, qu'est-ce qu'on produit, mais plutôt sur le comment, c'est-à-dire améliorer l'existant et rendre les actions amenant un livrable plus efficace et plus frugal, donc c'est-à-dire avec besoin de moins de moyens initiaux. D'accord, très bien. Le champ d'action du design ops, il est vachement vaste et ça permet un immense spectre d'actions possibles en son nom, vraiment sous sa tutelle. Et du coup, chaque structure qui va avoir recours à cette discipline va pouvoir l'adapter à ses besoins prioritaires. Et tout comme les différentes structures de design system, on va pouvoir retrouver, comme je l'ai dit à l'introduction, des designs centralisés chez Orange ou encore des design ops distribués comme chez Renault Digital. Et enfin, j'ai envie de terminer par le fait qu'il faut pas prendre ces schémas structurels au pied de la lettre. Même moi, ce que je vais pouvoir présenter notamment de chez Orange, ça veut pas dire qu'il faut l'appliquer tel quel dans son propre contexte. Parce que pour moi, vouloir créer un workflow, un framework plutôt dédié à la création d'un pôle design ops, c'est vraiment voué à l'échec. Le design ops est né pour répondre aux besoins très précis de sa propre organisation et ce qui va pas laisser de possibilité, je pense, de créer un schéma vraiment reproductible.
Et du coup, en conclusion, le design ops, c'est rituel, méthodologie, gestion des ressources, gestion du coup des outils aussi, de la collaboration et j'ai envie de dire beaucoup de communication, le tout adapté vraiment à son contexte d'entreprise. D'accord. J'ai envie de te poser deux questions. La première, c'est, tu as souvent parlé des stakeholders et également des responsables. Est-ce que les responsables justement des entreprises peut-être que tu as consultées ou même chez Orange viennent te voir régulièrement pour prendre de l'information grâce au design ops que tu as peut-être mis en place ou que tu as fait évoluer sur certaines rubriques? Ouais, alors ça peut être justement assez piégeant parce que on peut être amené, ça va dépendre évidemment de la structure, on peut être amené rapidement à ne pas avoir beaucoup de feedback à demander par la hiérarchie et du coup, on peut être amené à travailler un peu en sous-marin et à un moment donné, si on vient pas te voir pour donner du feedback, ça va être vraiment à toi de t'autodiscipliner pour prévoir des points de rencontre avec les décideurs, les stakeholders, que ce soit ton manager, le head of design, etc. Là-dessus, c'est un piège parce que pour moi, j'ai déjà vu des cas, même dans mon entreprise, où vraiment on se donne à fond, tu vois, par exemple sur le sujet du design system, et on va mal communiquer sur les avancées qu'on est en train de faire, mal les communiquer aux personnes au-dessus de nous. Et des fois, il va y avoir des points où on va se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement, à la limite de dire est-ce qu'on servirait pas à rien. Mais là-dessus, il y a encore une fois rien de personnel. C'est juste que effectivement, si tu ne montres rien à tes décideurs, qui te le demandent ou non, et là-dessus c'est le ou non qui est piégeant. S'ils te demandent pas, il faut que toi tu ailles directement vers eux. Et ça, c'est un truc qui est encore plus important, je pense, dans cette discipline du design ops, parce qu'encore actuellement, on est en train de gagner en maturité. Et la plupart du temps, il faut quand même encore faire ses preuves. Et faire ses preuves, ça veut dire avoir un processus de feedback et des rituels de rencontre avec ces décideurs absolument impeccables. À la limite, toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, hein, évidemment, ça dépend. Mais ça va être ce côté un peu piégeant, il va falloir vraiment faire attention. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de philosophie du travail, d'améliorer l'impact au sein de l'entreprise, peut-être même des équipes design. Est-ce que être designer, design ops manager, est-ce que c'est pas trop piégeant en fait lorsque de demander peut-être à certains designers de mieux comprendre ou d'aller s'intégrer dans un mode d'organisation par rapport au design ops que toi tu voudrais développer par exemple? Ça rejoint un peu ce que m'a dit un jour Amine qui était chez NG, qui est maintenant chez Payfit. Il m'a dit, pour l'instant en tout cas, le design ops, c'est la capacité de mettre de la couleur, sa propre couleur à son poste. C'est-à-dire que on va pouvoir être en capacité, notamment aussi parce qu'il y a certains contextes où on est assez libre, on a des objectifs à atteindre, mais on est assez libre de comment on va le faire, et on va pouvoir adapter son poste à ses envies, ses ambitions, si elles sont plutôt humaines, si elles sont plutôt geek data, et pouvoir ainsi créer son propre poste au sein de son organisation. Et là-dessus, faut pas encore une fois tomber dans le piège de j'en fais qu'à ma tête et je vais pas prendre en compte le pourquoi du design ops a été créé dans mon organisation actuelle. Je pense que ça reste une belle opportunité de pouvoir adapter avec ses ambitions professionnelles son poste en tant que design ops. Mais voilà, il faut pas foncer tête baissée, évidemment. Il y a une limite à tout ça. Mais je trouve que c'est une belle opportunité, notamment le design ops, de pouvoir pousser un peu avec ses propres convictions personnelles et professionnelles. D'accord, ok. Et donc la question suivante, c'était aussi comment est né le design ops, parce que c'est
Est-ce que ça vient des États-Unis? Et comment ça a été propagé en France? Tu disais qu'aujourd'hui, on est assez reconnu dedans. Voilà, comment que c'est né? Comment c'est arrivé? Comment que toi, tu peut-être l'as connu aussi? Alors, déjà, du coup, au début, je comptais vraiment remonter à la révolution industrielle comme je l'ai fait dans mon mémoire, avec la production mécanique de masse, le taylorisme, etc., etc. Bon, ça aurait été interminable. Mais allez voir mon mémoire si ça vous intéresse. Ce qu'il faut en tout cas retenir, c'est que toutes les notions de chaîne de production, comme on les entend, le Fordisme, etc., c'est-à-dire du travail à la chaîne, tout ça, c'est inspiré notamment d'un certain Adam Smith. Lui date de avant la Révolution française. Donc, et quelques années. Ouais, quelques années, voilà, un petit vieux maintenant. Et là-dedans, dans cet ouvrage, il a pu, l'ouvrage qu'il a écrit à ce sujet, il a vraiment décrit comment des groupes de personnes constituant une intelligence collective peuvent être plus efficaces dans la fabrication de produits mis bout à bout. Et de nos jours, on a gardé un peu cette philosophie de la chaîne de production et de rationalisation des coûts, même dans le design, hein, et ça permet de rester notamment le plus compétitif possible dans un monde qui ne permet plus, en tout cas, de dilapider le temps, l'argent et l'humain, comme on avait tendance à le faire. Et du coup, encore une fois, le design ops, c'est permettre de gagner du temps sur des tâches redondantes et permettre d'influencer, de soutenir tous les travailleurs de la chaîne de production design. Donc là, on peut parler vraiment depuis l'UX researcher à l'UI designer et j'en passe. Et pour être un peu plus précis sur le design ops, il y a eu un tournant, en tout cas c'est ce qu'on a vécu chez Orange, qui a eu lieu grâce à Dave Malouf et à InVision en 2014, il me semble, où ça a été la sortie du livret blanc qui a impacté le milieu du design et la pratique ops un peu globale. Et même si le livret blanc, il apportait pas toutes les réponses, ça permet de se poser les bonnes questions sur le design ops lorsqu'on souhaitait initier ce genre d'organisation, de pensée et de rôle. Et du coup, j'en parle de Dave Malouf parce que il a été lui-même missionné chez Orange France au début du pôle Design Ops pour aider justement à développer les fondations de cette spécialité. Et ça a fait vraiment suite à la lecture de ce livret. Et ensuite, moi, comme je l'ai appris finalement, très vite, au début de ma connaissance du design, je me suis très vite rapproché et raccroché à NN Group. Et c'est NN Group et mon travail quotidien dans le design system qui m'ont fait un peu prendre conscience et qui m'ont permis de mieux connaître ce qu'était le design ops quand je le découvrais en tout cas. D'accord. Tu étais présent, toi, quand Dave Malouf, il était chez Orange France? Non, ça a eu lieu en 2017. On pourra aller un peu plus dans les détails. Je crois que c'est en 2017 ou en 2018 quand a eu lieu la restructuration du pôle design. D'accord. Et qu'on est passé d'une agence un peu interne à vraiment ce qu'on appelle maintenant une feature team. D'accord. Avec un PO à côté d'un designer. D'accord. Inversement. Ok. Et faut dire que effectivement, comme tu dis que effectivement ce livret blanc de chez InVision a été important, mais InVision ils ont eu une espèce d'aura pendant plusieurs années avec bien avant la sortie de Figma, ils étaient l'un des premiers logiciels avec Sketch. Donc, ils avaient une certaine aura dans le milieu du design et ils en ont profité pour sortir, je crois que c'est 10 ou 15, peut-être même 20 livrets blancs qui sont peut-être encore disponibles sur leur site si vous cherchez bien. Et il y a absolument, c'est devenu certains livrets sont devenus quasiment des bibles, quoi. Et c'était intéressant en fait. Bon, aujourd'hui avec le recul, ils ont peut-être pris un peu d'ancienneté, mais je pense qu'à l'époque, ces livrets ont été beaucoup téléchargés. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il y a clairement à boire et à manger, et même je continue à conseiller notamment des personnes qui veulent s'insérer dans le design à lire ce genre de bouquins qui sont qu'on voit toujours tourner dans les sites qui te conseillent des choses à lire. C'est vraiment quelque chose d'un peu inratable, effectivement.
Alors maintenant, sur une nouvelle partie, nous allons attaquer le rôle du design ops. Et la première question que je vais te poser, c'est est-ce que finalement le design ops manager est un designer? Je suis content d'accueillir une nouvelle designer dans la communauté privée de Design Plus. Merci Enla Bianchi Benli d'avoir rejoint des dizaines d'autres designers. Toi aussi, tu peux devenir membre premium de Design Plus pour profiter de contenus exclusifs et inspirants. Clique sur le lien designplus.supercast.com qui se trouve dans la description de cet épisode pour découvrir les nombreux avantages en étant abonné premium. Allez, on continue cet épisode. Ouais, très belle question. Alors pour moi, du coup, oui, évidemment. Et c'est même en partie un service designer, comme l'entend en tout cas N Group dans leur article, je crois que c'est Service Design 100. Et oui, parce que c'est un designer d'expérience pour les designers. Donc c'est un peu méta, c'est un peu le designer du designer. Mais il y a le profil design ops, c'est comme n'importe quel autre designer, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à comment créer la meilleure expérience pour son utilisateur, qui est le designer. Et donc il va réfléchir à comment il peut répondre à ses besoins et à ses frictions, comment il peut faciliter la vie du designer et améliorer son expérience de vie et de travail, même de vie en fait parfois. Il va traiter les utilisateurs qui sont les designers et c'est les utilisateurs de son entreprise. Donc il va réfléchir à comment améliorer l'expérience de travail de la vie en entreprise. Et là, n'importe quel projet Design Ops devrait d'ailleurs axer ses décisions sur de la research, en contact avec ses designers, avec une roadmap, de la priorisation de sujets, de la recherche de sponsoring, de la célébration quand il faut. C'est vraiment n'importe quel projet design d'entreprise. Et du coup, l'Ops, encore une fois, c'est un peu un mot valise pour signifier qu'on traite des sujets transverses qui vont impacter tous les designers, potentiellement tous les designers de son organisation. Et un bon Ops se ressentira dans la fluidité des échanges entre les stakeholders, dans la vitesse d'itération, dans le taux de turnover et même dans la maturité du design au sein de l'entreprise. Et après, c'est un designer qui doit être excellent dans sa communication avec tous ses interlocuteurs, quelle que soit leur hiérarchie et leur métier. Donc là, on se rapproche carrément de ce que devrait être un UX researcher. D'accord. D'accord, il doit être à la fois psychologue. Peut-être pas psychologue. On devrait tous avoir des bases de psychologie en tant que UX designer, mais peut-être pas jusque là. Mais effectivement, je pense que et là, je pense que je pourrais en parler après. Mais selon moi, c'est pas anodin et c'est pas un hasard que beaucoup d'excellents design ops étaient avant UX researcher, avec notamment potentiellement des backgrounds en psychologie. D'accord, ok, intéressant. Et donc la seconde question, c'est quelles sont les tâches récurrente ou courante d'un profil design ops alors? Bah écoute, je pense que ça s'est senti jusque-là. Ouais. C'est assez large. Hein. Ça va de la recherche en tout cas de la recherche et du service design en veux-tu, en voilà, j'ai envie de dire. Faut comprendre le contexte, faut comprendre encore une fois les frictions, les besoins du designer. C'est vraiment ça, hein, le squelette et la raison d'être du design ops. Et du coup, faut faire des entretiens, du survey, du benchmark, de la facilitation d'ateliers. Là, ça doit sonner aux cloches de pas mal d'UX designers. Et c'est vraiment, encore une fois, par hasard, si, par exemple, je pense à Damien Boyer, hein, il était researcher avant chez Betagouv. Et bien maintenant, ça a l'air d'être un excellent design ops. D'accord. Déjà, donc c'est vraiment cette partie-là. Ensuite, il y a, selon moi, le community management. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on verra de plus en plus naître. C'est-à-dire le besoin de fédérer sa communauté interne de designers, que ce soit par des événements, des publications, des vidéos, si on a le temps, etc. Et là-dessus, l'objectif d'un community manager, d'un design, j'ai envie de dire community manager, c'est vraiment de garder un lien privilégié et d'entretenir la relation avec tous ces designers
pour qu'il y ait le moins de friction possible quand le design ops il souhaite, par exemple, initier une nouvelle pratique ou bien solliciter ses utilisateurs designers, typiquement. Je parlais aussi de communication. Et là, ça va être très important comme tâche pour un design ops de savoir et de pouvoir communiquer sur ces projets qui peuvent être parfois assez obscurs, dans le sens où ça n'héberge pas forcément tout de suite les travaux qu'ils sont en train de traiter. Et du coup, faut vraiment montrer son utilité, encore une fois, au jour le jour. Et ça va être montrer son utilité aussi pour prouver la valeur du design ops, sa valeur en tant que design ops au sein de l'entreprise. Et donc avec la tâche de réfléchir à quel indicateur de progression et toujours penser métrique avant, après. Et là-dessus, on doit être selon moi un modèle d'exemplarité sur tous les points. Par exemple, si on a des OKR du management, il faut être les premiers à les suivre. Et selon moi, il faut aussi être les premiers à apporter son soutien aux autres équipes si elles ont du mal à les mettre en pratique et à les suivre. Aspect communication. Pour moi, il y a aussi tout un aspect de devoir investiguer et fédérer sur des projets transverses. Là, big up au design system, évidemment. La refonte d'un workflow de handover pour les devs aussi. Il y a aussi des sujets d'instauration de rituels de partage, typiquement. Et là, je peux digresser vachement sur la research ops. Mais évidemment, les deux sont liés, comme un peu toutes les spécialisations ops. Chez Orange, par exemple, notre research ops, elle est arrivée récemment avec pour objectif vraiment d'unifier les méthodes de research qui étaient actuellement mises en pratique en y apportant son expertise d'années d'expérience. Mais surtout, l'idée, c'était d'agréger tous les enseignements de toutes les recherches qui ont déjà effectuées au sein d'Orange France. Donc là, on peut parler de Research Repository. Et ça permettra de gagner du temps et de l'efficacité parce que la connaissance client sera vraiment partagée inter-équipe et pourra être exploitée par tout le monde. Et ça, c'est assez compliqué de, évidemment, toujours un peu prouver la valeur, mais il y en a une, c'est absolument certain. Et après, je pense que j'ai déjà un peu parlé de relationnel, mais là, ça va dépendre du contexte. Oui, il faut toujours être prêt à répondre aux questions et aux besoins quotidiens des designers et le faire intelligemment. Typiquement, encore une fois, chez Orange, on a aussi cette casquette-là, en tant que design ops et design system designer. On va pouvoir, au jour le jour, répondre aux questions, aux interrogations UX UI liées aux librairies Figma auprès de tous les utilisateurs du design system qui sont maintenant 200. Et du coup, encore une fois, c'est-à-dire que quand je le dis, le faire intelligemment, répondre en quotidien aux besoins des designers, c'est-à-dire que si on vient te voir 3 fois par jour parce que tes designers, ils trouvent par exemple ils trouvent pas justement la documentation du design system, à un moment donné, ça doit être priorisé, cette friction, et solutionné parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Et du coup, tacler ce problème, ça diminuera aussi le temps de production nécessaire aux designers puisqu'ils auront plus du temps perdu à rechercher la documentation. D'accord. Ok. Donc effectivement, oui, tu parlais à l'instant de Research Ops. Je voudrais juste souligner qu'effectivement, il y a eu un épisode dans Design Plus avec Alexis Jérôme sur la Research Ops. Donc si cela vous intéresse, allez écouter cet épisode. Alors, j'aimerais savoir si pour devenir Design Ops Manager, il faut des qualités ou des prérequis? Eh bien, écoute, oui. Que ça soit Design Ops Manager ou Design Ops Designer, l'ancienneté, ça apportera dans tous les cas des automatismes comme dans n'importe quel métier. Mais après, être un profil junior, c'est pas non plus rédhibitoire. La preuve avec les alternances qui sont en train d'être mises en place par Thales et Payfit. D'accord. Comme le dit là-dessus Grégory Roy, qui est assez récemment arrivé Design Ops Manager à Thales. Le poste de Design Ops Lead, c'est de travailler la stratégie, les sujets à lancer, l'organisation générale des process Design Ops. Mais pour beaucoup de sujets, il faut passer par des phases, comme je l'avais dit, d'interview, de bench, rédaction de recommandations, etc. Et il y a aussi une partie de community management pour la population design. Et du coup, là-dessus, sur toutes ces tâches qui sont pas secondaires, le renfort, il peut clairement être apporté par un alternant
ça fait complètement sens. Donc voilà, l'ancienneté, oui, mais pas rédhibitoire. Il faut aimer la research, comme je crois qu'on en a beaucoup parlé jusque-là. Si tu n'aimes pas ça, être à la rencontre des gens, devoir se prendre à bras le corps une problématique qui doit être répondue par du survey, par des interviews, par tout ce genre de panel d'outils d'un researcher, t'es un peu mal barré en vrai. Et il faut aimer le relationnel et la communication interpersonnelle. Là-dessus, si le quotidien du designer, c'est 40% de communication, alors pour moi, vraiment, le design ops, c'est encore plus. Hein. C'est un bon 60. D'accord. Et tout comme un UX researcher, il faut être à la fois capable de mener ses études et des suivis de métriques, mais aussi pouvoir restituer ses observations, ses enseignements à n'importe quelle population, que ce soit des designers aguerris ou des décideurs très loin du terrain et qui n'ont pas nécessairement le jargon. Ouais. Ouais, et effectivement, et restituer les observations, des fois, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Bah, en fait, c'est bête à dire, mais si tu as prouvé par A plus B que ce changement design ou ce changement organisationnel en tant que design ops, ça pourrait améliorer je sais pas, le turnover ou ce genre de sujet. Si t'es pas capable de bien le présenter, et que tu transmets pas tout le savoir que tu as acquis durant ta research à des personnes qui, évidemment, c'est pas leur métier, bah, ça fait un effet flop, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis tu passes à côté de la feature complètement. Et puis finalement, bah, elle est pas retenue, quoi. Exactement. Donc bon, vaut mieux éviter ça. Même clair. pour sa santé mentale. Et du coup, il y a évidemment, donc voilà, research relationnel, il y a du service à la personne. Là-dessus, c'est vraiment ce que j'ai compris, en tout cas chez Orange, c'est mon quotidien de support au jour le jour et spontané. Et j'imagine que ça dépend du contexte et des mentalités, mais c'est vraiment du coup omniprésent. Chez Orange, on est constamment le best buddy de n'importe quel designer qui a une difficulté sur son outil, sur son workflow, sur l'utilisation du design system, etc., etc. Et on vient même parfois à conseiller sur l'UX UI de leur parcours pour lequel on sollicite notre aide ou notre expertise. Et du coup, ça vient notamment de la vision de mon lead design system. On se doit d'être un peu comme un service d'hôtellerie ou de luxe, vraiment irréprochable à la façon des grandes maisons. Et là-dessus, le client est roi, il est prioritaire sur le reste de nos tâches. Mais ça, encore une fois, c'est notre vision du design ops chez Orange. Et évidemment, faut être capable de proposer d'être disponible et d'être hyper flexible. Et je pense, et là-dessus c'est plutôt personnel, faut avoir l'envie et l'ambition de s'intéresser à ce qui se fait à l'international, parce qu'encore une fois, ça permet de rattraper un peu le retard qu'on a de maturité sur le sujet par rapport à d'autres communautés aux États-Unis ou en Amérique du Sud. On a vraiment beaucoup à apprendre d'eux. Et enfin, je pense, dernière qualité, c'est dans un sens assez similaire que s'intéresser à l'international, mais il faut être vraiment proactif, il faut aller à la rencontre d'autres designers ops, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, il y a encore beaucoup de choses qui restent à définir, et pour moi, c'est vraiment tout ce qui est Rex, avec un accent prononcé sur la contextualisation, qui vont permettre de s'approprier certaines idées, certaines méthodes et les adapter dans sa propre entreprise. D'accord. Tu penses qu'aux États-Unis ou en Amérique du Sud, ils ont beaucoup d'avance par rapport à la France, que ce soit sur de la méthodo, sur je sais pas, la façon de mettre en place certains éléments, de capter, de diffuser. En fait, ce qui est très important à garder en tête, c'est que les États-Unis notamment, bah déjà c'est né là-bas du coup. Ça a été les premiers, notamment avec Design Ops Assembly, à créer cette dynamique de partage. Et même moi, en tout cas, toutes les questions que je vais les poser évidemment en français. Mais dès que ça touche un peu à du Design Ops, le plus intéressant, c'est d'être capable de capter une personne qui a déjà vécu
quelque chose d'assez similaire, un projet similaire, typiquement la gestion la gestion des end-of, tu vois. Bon là c'est assez générique. Donc on a les ressources françaises là-dessus, mais il y a des sujets beaucoup plus précis où ça va être une personne de l'autre bout de la Terre qui a vécu exactement cette situation-là et qui va pouvoir te donner comment il a sa façon de solutionner, en tout cas comment il a solutionné de son côté le problème que tu es en train de rencontrer. Du coup, pour moi, c'est aussi en fait se couper de tout le background qu'a pu vivre d'autres pays, et les États-Unis, clairement, ils ont compris plus rapidement que nous, notamment la valeur du design. Et le design ops là-bas, il y en a vraiment une pelletée des profils design ops, tellement que ils ont rapidement été impactés par tous les lays-off, je sais plus comment on dit, mais c'est un peu une preuve il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été vécues et qui peuvent être restituées à nous, et que ça provienne des États-Unis ou d'Amérique du Sud ou que sais-je, tu vois. Vraiment, l'idée, c'est de dire ne vous limitez pas à la France, c'est tout. D'accord. Et alors, comment on devient Design Ops alors ? Très bonne question. Il n'y a pas de formule magique, évidemment. Par contre, je peux aussi dire moi ce qui a marché pour moi. C'était vraiment, je conseille toujours de développer son réseau. Il faut être présent, en tout cas au début. Pour moi, ça a très bien marché, être présent aux rencontres professionnelles, poser ses questions et axer son portfolio pour prouver qu'on a vraiment bien compris ce que ça impliquait que de devenir Design Ops. Parce que souvent, Design Ops, c'est t'as plus vraiment les mains dans le produit. T'as toujours les mains dans le cambouis, là il y a pas de souci, mais tu es beaucoup plus loin du produit et tu vas être plus amené à être un peu du service design, un service à la personne, quoi. D'accord. Là-dessus, je peux aussi parler d'un peu d'une success story. Un gars qui en mai découvrait l'UX design après avoir été graphiste et dans du recrutement ops. Il a réussi avec un bon storytelling de sa carrière, hyper bien ficelé et un portfolio bien chiadé. Il a réussi à avoir un poste de design ops en août. Donc voilà, le calcul est rapidement fait, ça fait quelques mois. Et du coup, pour moi, comment ? C'est vraiment c'est ce que je conseille à chaque fois, se montrer curieux, demander des one-to-one aux initiés du milieu visé, en étant présent aux événements pro, ou même vraiment ça peut être, je pousse pas à fond le bénévolat, hein, mais bénévole aux UX Days, ça m'a permis vraiment de rencontrer des dizaines et des dizaines de designers du milieu en une journée. Et il y a aussi ce côté, lui en tout cas, il a lancé une étude avec Surveille sur l'état du design ops en France. Et je pense là aussi, un peu comme mon mémoire, c'était un prétexte, enfin en tout cas ça permet de créer un prétexte pour aller questionner et créer du lien avec d'autres profils de son milieu souhaité. Et petit bonus, lui, il maîtrise vachement bien Midjourney. Du coup, son portfolio était très, très sympa. Et enfin, moi, ce que je conseille à chacun de mes mentorés, c'est de retravailler ses précédentes expériences pour montrer que toute sa vie pro, au final, ça a été qu'une suite logique qui mène aujourd'hui au Design Ops. Je pense que c'est possible sans pour autant bullshiter, hein. Mais juste appuyer sur les points importants qui vont faire du lien avec le Design Ops. Et du coup, en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de secret, que c'est évidemment, si déjà quelques années d'expérience, ou si tu as déjà eu un rôle de manager, si c'est ça ton background, ça sera plus facile pour toi, évidemment. Bien sûr, ouais, puisque tu as même déjà par rapport au rapport aux gens, au rapport aux stakeholders ou comment parler à ton équipe, tout ça, effectivement, déjà, ce sera beaucoup plus facile pour lui, oui, effectivement. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres régulièrement en tant que Design Ops, s'il te plaît. Ouais, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes. Je pourrais parler notamment de mon contexte, mais pas que. Dans mon contexte chez Orange, on manque de temps. C'est assez terrible. On est 2 design system designers, en plus de nos tâches design ops, hein.
On est 2 design system designers pour plus de 200 designers maintenant. C'est exponentiel. On visait au départ seulement les designers internes à Orange, à notre direction d'Orange, et on est en train de s'étendre organiquement. Et du coup, quand je suis seul, par exemple en ce moment, je suis tellement sollicité qu'il m'arrive parfois de passer vraiment des demi-journées entières à ne faire que un peu du service à la personne, du support, quoi. D'accord. Et l'implémentation des tokens, ça rejoint aussi le manque de temps. Il est vraiment pas pour tout de suite de notre côté, parce qu'on a notamment dû gérer la transition vers Figma en abandonnant Axure et d'autres outils tels que Sketch et Miro. D'accord. Et du coup, là aussi, ça rajoute un peu cet effet manque de temps. Et évidemment, comme on a un gros passif, c'est un très beau bébé, hein, notamment le design system majeur de Orange France. Il a bientôt 6 ans, je crois. Et il y a des designs de famille de components. Et du coup, chaque action, ça va amener beaucoup de temps nécessaire. Et c'est un temps qu'on a assez peu. Ouais. Et on a aussi, on peut aussi vérifier le manque de budget. On a un budget associé à la gestion des outils en place, à la gestion du parc informatique, au recrutement des nouvelles recrues, etc., etc. Mais on a assez peu de budget pour la R&D, typiquement pour tester des plugins d'automation et d'autres outils permettant un peu d'ajouter une couche de supervision ou de métriques sur nos projets existants. Ça, on n'a pas. Et on devra aussi, ça c'est un petit pain qui est vraiment d'actualité, on devra gérer l'évolution du dev mode, qui apporte vraiment une préoccupation supplémentaire sur ce qui pourrait se passer en 2024, alors que des profils designers et dev, ils auront pris l'habitude d'utiliser la feature, c'est normal, elle est top. Et on n'est pas sûr d'avoir le budget pour ça. Et du coup, là, on parle vraiment de gérer les questions et les potentielles frictions de beaucoup plus que 200 designers, puisque si en 2024, on prend la décision de pas continuer sur des licences payantes sur cette fonctionnalité, ça voudra vraiment dire gérer la friction de tous les développeurs qui ont goûté au dev mode en plus de nos chers designers. Voilà, donc ça c'est l'une des frictions avec notre outil principal de conception qui est Figma. Et avec le plan orga, là aussi on a des situations, on doit gérer des situations un peu de tous les côtés. À la fois on a un manque de budget côté Orange pour passer sur là c'est très spécifique, mais pour passer sur entreprise, on n'est que sur organisation si ça parle à certains. Et du coup on doit un peu gérer en tout cas ce que je ressens vraiment, ce qu'on ressent comme des deceptive patterns associés au plan organisation dans Figma, qui sont destinés à nous pousser vers le plan entreprise. Voilà, ça c'était un peu le manque de budget, je pense que c'est un peu le cas dans beaucoup d'autres organisations. D'accord. Et enfin, un pain un peu plus global, c'est assez difficile de se former et en général de rester en veille quand on manque de temps et de budget. On a un catalogue immense de formations proposées en interne chez Orange, mais le Design Ops, c'est tellement niche, c'est assez nouveau dans le monde pro, que vraiment les seules formations qui paraissent qualitatives et qui existent, elles sont clairement hors catalogue. Et comme c'est de niche, c'est moins aisé de trouver des ressources dédiées. Et du coup, la preuve pour moi, c'est que des podcasts sur le sujet, c'est pas très courant. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Et c'est la même chose, j'imagine, pour n'importe quel sujet précis du design. Évidemment, il y a des tas de projets qui ont été effectués avant l'arrivée du terme Valid Design Ops. Et faut les trouver, quoi. Faut un peu partir à la pêche aux infos. D'accord. Ok. J'aimerais savoir quels sont les enseignements que tu retiens aujourd'hui avec ce début de carrière en Design Ops, s'il te plaît. Du coup, j'en retiens pas mal. Même si effectivement, tu l'as dit, un début de carrière, c'est très prenant comme spécialité et comme domaine. Déjà pour moi, être Design Ops, c'est avoir la capacité de faire son propre poste. C'est se permettre d'avancer en parallèle sur des projets qui te font peut-être personnellement plus plaisir, mais surtout qui font plaisir entre guillemets aux designers de ton organisation en général, sans qu'il y ait le besoin de systématiquement prouver la valeur business. Je suis d'accord, ça peut paraître contradictoire avec mon pitch sur les metrics,
mais être design ops, c'est un peu de tout, quoi. J'en parlais justement Amine Ambari de Payfit, qui me disait quoi qu'il arrive, c'est tes personnalités qui définit ta mission et qui donne la couleur à ton poste. Et effectivement, j'ai pu le vérifier depuis. Par exemple, on va poser un problème global d'organisation, de workflow, de rituel, de culture, etc. Et ce problème, on va pouvoir y répondre avec l'axe déterminé comme étant le meilleur par le design ops. Et ce profil va pouvoir donner de sa personnalité pour axer, par exemple, vers une solution plus centrée sur les échanges interpersonnels ou sur de l'automatisation, etc. Et comme je le disais, être design ops, ça permet aussi de traiter des sujets qui n'ont pas forcément d'impact direct sur le ROI. On a un pain, une friction, par exemple le sentiment de pas appartenir à un groupe design, et ou la redondance du travail, ou la perte de vue de ses collègues. Le profil design ops, il est carrément payé en fait pour remédier à ce manque qui s'apparente à du confort. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et est-ce que tout ça, c'est la conséquence d'un poste nouveau et encore relativement peu cadré, ou bien est-ce que c'est pas plutôt une normalité due à la complexité du scope que peut couvrir un design ops? J'ai pas encore trop la réponse. D'accord. Mais je pense que c'est vraiment une suite logique de à quel point le design ops c'est assez complexe et à quel point il faut s'adapter à son contexte. D'accord. Est-ce que toi, personnellement, tu restes à l'aise dans le fait que ça soit quelque chose de nouveau, peu cadré, où tu dois faire pas mal de recherches de ton côté pour mettre en place soit certaines productions, soit certains échanges, etc. Est-ce que le fait qu'il y ait cet inconfort, entre guillemets, est-ce que tu es à l'aise, toi, avec ça aujourd'hui ? Alors moi, ça me fait même triper parce que typiquement, on avait un énorme sujet. J'avais un énorme sujet de améliorer le processus de handover entre les designers et les développeurs. Et mon métier, ça a été d'aller parler à d'autres design ops ou design system designers d'autres entreprises. Moi, ça me fait clairement triper ça. J'adore et j'avais la liberté de faire ça. Et clairement, c'était pas du fun, hein. Ça me fait clairement kiffer, mais c'était avant tout pour avancer et tacler ce gros pain assez urgent qu'on avait chez Orange. Et je pense que avoir ce scope, comme tu le dis, qui peut paraître encore assez peu cadré, moi, ça me permet typiquement d'aborder la solution avec de la relation interpersonnelle, d'aller voir les autres, voir comment ils ont répondu au problème, faire un benchmark et pouvoir ensuite tester et itérer sur la solution qu'on aura sélectionnée. Là, typiquement, on a sélectionné la solution de branche, mais ça m'a permis d'avoir une overview de comment plein d'entreprises ont dû faire un peu une solution homemade pour répondre à ce problème. Qui n'est pas encore intégré dans la solution Figma. Et du coup, maintenant, on a un petit bench dédié au sujet et on pourra le ressortir quand on voudra. Donc non, je pense qu'il faut pas que ça fasse peur ou que ça soit sentiment d'inconfort. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le prends. Au contraire, pour moi, c'est un peu l'opportunité, le job de rêve où tu peux axer ta solution comme tu voudrais qu'elle soit, tout en restant très efficace. Hein. On n'est pas mégalo non plus, évidemment. D'accord. Voilà. Ok, je te laisse continuer. Ouais, bien sûr. Du coup, autre enseignement, être design ops, c'est, je trouve, hyper gratifiant. Ça permet vraiment de se sentir particulièrement utile. Par exemple, chez Thales, en alternance, sur des sujets design ops, dans le cadre du design system, j'ai pu créer un protocole de recherche, les trames d'entretien, les user flows et faciliter ces mêmes entretiens. Et tout est normal jusque-là, hein. Je suis un peu un UX researcher, on va dire. Mais c'était des entretiens avec des designers chevronnés qui sont mes utilisateurs et qui parfois, en fait, ils vivaient vraiment pour la première fois le fait d'être interviewé. Et c'était incroyable parce que j'ai vraiment eu plein de retours hyper positifs sur l'expérience elle-même d'être interviewé, du type je me rendais pas compte à quel point c'était stressant, ou bien ça fait bizarre d'être de l'autre côté, ou bien j'ai envie de réitérer l'expérience pour m'améliorer en tant qu'intervieweur. Et du coup, avec tous ces retours, j'ai vraiment eu
le sentiment de leur apporter quelque chose pour qu'ils se perfectionnent de mon haut, de mon petit statut d'alternant, quoi. D'accord. Et après, comme on débutait dans l'utilisation d'un outil de research repository chez Thales, et que j'étais l'un des bêta users de cet outil, ça m'a aussi permis de faire des recs auprès d'une dizaine de designers, notamment à la Ciotat, sur ce que c'était et ce que valait l'outil. Et ça, encore une fois, faut se mettre dans la peau d'un alternant qui fait un rex sur un outil auprès de designers expérimentés. Franchement, j'espère que ça s'entend. Moi, c'était incroyable comme expérience. Et je me ouais, c'est trop bien, quoi. Et chez Orange, je suis en contact constant avec les managers design et le head of design, Eric Mariet. Et c'est vraiment des personnes qui peuvent sembler un peu inatteignables, mais pour les designers des feature teams, d'après leur propre retour. Ce qui est un peu dommage, mais du coup ça aussi ça rajoute un peu ce côté gratifiant. Et aussi c'est le cadre Orange qui est vraiment hyper bienveillant. Là c'est incroyable. Vraiment on se tape des discutes avec des gens qui sont pas forcément dans ma hiérarchie ou qui sont plus haut dans ma hiérarchie plutôt. Ensuite toujours sur l'aspect gratifiant, toutes les actions que tu vas mener, ça va impacter normalement directement ton environnement, si en tout cas c'est bien fait, j'ai envie de dire. Et on parle du coup d'améliorer et d'itérer l'expérience d'entreprise pour les designers. Du coup, c'est ton métier, mais les gens, ils ressentent que tu es vraiment à leur service, que c'est vraiment un coup de main que tu leur apportes, et ils ont une gratitude sincère, la plupart du temps en tout cas. Et du coup, on se rend rapidement et facilement compte de l'impact et du manque d'impact qu'a tel ou tel projet DesignOps, puisqu'on vit le truc. On est carrément dans l'organisation dans laquelle on est en train de travailler et qu'on est en train d'influencer. Et du coup, comme tout est relativement à portée de main et interne à l'entreprise, ça ajoute encore ce côté hyper. C'est juste à côté ce que je suis en train de faire, c'est un impact direct et je le vois de mes yeux, quoi. C'est pas forcément le cas pour tous les designers cette situation, et ça peut même être une source de frustration d'être en train de travailler sur un projet. T'as mis toute ton âme dans un projet, fait des mois que t'es dessus, et au final tu vois même pas ce que ça a donné avec l'utilisateur final parce que t'étais pas là et t'as pas de feedback dessus. Bon voilà. Et peut-être un dernier point encore sur le côté gratifiant. On est reconnu très rapidement parmi les designers au sein de son organisation, comme on est en contact et on est le contact utilisé par réflexe en cas de question. Chez Orange, l'équipe DesignOps, c'est vraiment le SAV design. T'as un problème de licence, DesignOps. T'as un problème de rituel, DesignOps. Un problème de communication, DesignOps, etc., etc. On t'a compris, mais voilà, c'est aussi, c'est hyper gratifiant. T'es dans la tête par réflexe des gens, quoi. D'accord. Et là-dessus, être DesignOps, c'est aussi, après ce côté gratifiant, c'est un apprentissage, je trouve, accéléré de plein de notions annexes au design pur, avec du temps dédié pour ça, quoi. T'as pas à prendre tes week-ends pour travailler sur ce genre de sujet un peu annexe. On en sort vachement grandi, c'est mon ressenti en tout cas. Et avec, j'ai l'impression d'évoluer hyper vite. Et puisqu'on est amené à s'intéresser de très près à des sujets hyper structurants comme le relationnel dev design avec les rituels associés, ou bien les besoins business de l'entreprise, ce qui oblige à rester ancré dans le réel de notre monde capitaliste. Et enfin, être DesignOps, c'est un peu, en tout cas en ce moment, c'est pour moi prendre le train en marche, un peu le hype train. Et ça vraiment, si tu prends le train en marche, tu fais rapidement partie d'une petite communauté qui est, c'est mon ressenti, constituée de profils absolument passionnés et souvent exceptionnels. Et tu as très rapidement ce sentiment d'appartenance au sein même du design. Et en vrai, maintenant que j'y pense, j'ai la sensation que le DesignOps, c'est beaucoup d'atouts de l'UX design en général. T'as la communauté de passionnés, t'as le sentiment d'utilité, t'as la capacité d'influencer sur son poste, mais c'est juste un peu de façon plus concentrée, un peu plus exacerbée. Et j'avoue, ça fait vraiment plaisir. On vient de parler du rôle du designer, tes qualités, ce que tu fais exactement et quels enseignements tu retiens. Ce serait peut-être intéressant aussi de voir aujourd'hui quelles sont aujourd'hui pour toi les pistes d'amélioration que tu envisages dans ton poste.
Ouais, bien sûr. J'ai parlé de mon poste en particulier Bien et sûr. du design ops un peu en France au global. Je vais oser le faire. En tout cas, dans mon poste en particulier, je pense on manque de distinction entre le design ops et le design system. Et bah, on en pâtit un petit peu, hein, comme je le disais, par le Mm. manque de moyens, le manque de temps. On est 2 designers full-time et un alternant pour 4 librairies Figma qu'on appelle 4 design systems. Tout ça pour plus de 200 designers maintenant, ça fait qu'augmenter. Quand je dis designer, c'est les adopters, hein, designer adopters, c'est-à-dire les utilisateurs des librairies Figma. Et les métriques sont assez dingues, je trouve, et on en est très fiers. Hein. On a sur ne serait-ce que l'un des design systems plus de 2 millions d'insertions de variants en 6 mois. Ah oui, énorme. Et voilà, c'est un peu énorme, mais on n'a pas encore l'ambition de changer ça, cette situation. Quand je dis on, bah, c'est les décideurs, hein, évidemment. Et on n'a pas encore réussi à faire comprendre la valeur du design system, visiblement. Du coup, si on réussissait, ça nous permettrait de débloquer du budget pour avoir plus de staffing en full time, surtout côté dev. Et du coup, faire du support design UX UI à deux pour autant de designers, bah ça aussi, comme je le disais, ça ralentit tous les autres sujets, quoi. Ensuite, sur mon poste en particulier, bah, il manque encore un peu le lien dev design en général. Je pense qu'on aurait clairement besoin d'une roadmap dédiée au sujet, et c'est l'un des sujets aussi qui me prenait en même temps dans mon contexte. Et encore une fois, on manque de projets qui permettraient d'avancer avec d'autres profils design ops de l'équipe, parce que je l'ai pas dit, je crois, mais on est actuellement 12 design ops chez Orange, et du coup c'est actuellement très spécialisé. Il y a des profils dans ma propre équipe avec qui j'ai jamais travaillé, Ah oui. ou quasiment jamais. Par exemple, il y a un profil qui est vraiment dédié à la gestion outils, gestion des licences, relationnel partenaire. Et bah, effectivement, on n'a pas encore eu de sujet concret ensemble dans le cadre du design ops dans notre équipe. D'accord. Voilà, c'était un peu mon contexte, mais promis, c'est vraiment génial. Hein. Et dans le design ops en France, on est encore en montée de maturité et il peut y avoir certains travers. Par exemple, ça sent mauvais quand t'es le premier design ops qui arrive dans une entreprise et qu'on est t'es censé tout mettre en place sans que le management il ait vraiment compris la discipline. Ça c'est déjà vu. Dans ce cas-là, faut vraiment prendre le temps de déterminer un peu d'où le besoin est venu. Est-ce que c'est porté par les décideurs ou par une instance assez haute pour t'aider dans ta tâche? Sinon, tu vas vraiment galérer. Il faut absolument que tu trouves du soutien déjà existant dans l'entreprise. Ou bien est-ce que c'est la lubie de quelqu'un qui s'est dit ah ouais, ça a l'air sympa, mes concurrents s'y mettent, alors bah on va faire chez nous la même chose par mimétisme, tu vois. Et du coup, sans se lancer dans un environnement design encore un peu trop immature pour le design ops, bah, ça peut clairement te cramer. Hein. Faut juste l'avoir en tête et accepter en conséquence ou non des opportunités de travail. Et du coup, encore une fois, ça manque encore de dynamique dans la communauté Design Ops, je trouve, actuellement en France. Mais pas d'inquiétude, on y travaille. On est sur le dossier. D'accord. Donc maintenant, nous allons attaquer une autre partie qui est plus la mise en place dans une structure, que ce soit une team ou dans une entreprise. Et ma première question, c'est est-ce que le design ops, c'est un rôle indispensable dans une team design? Et si oui, pourquoi faut-il le mettre en place? Ouais, du coup, l'une des fameuses questions de l'introduction. Voilà. À chacun d'en décider là-dessus. C'est pas vraiment pourquoi qui importe, parce que c'est pas une obligation, tant que son contexte organisationnel ne s'y prête pas. Et même si ça s'y prête sur le papier, bah, t'as de très belles boîtes comme typiquement Conto, qui s'en sortent vraiment très bien sans. Les tâches qui peuvent être attribuées au design ops, elles sont instillées dans les rôles à responsabilité. Ce serait vraiment malhonnête de dire que grâce à un rôle design ops Conto, ça serait encore plus productif parce que en fait on n'en sait rien. Ça se trouve non. Et autre exemple, on s'en est parfaitement sorti sans rôle design ops et sans prononcer une fois le terme design ops à la Thales Digital Factory sur un projet où il fallait améliorer la compréhension des non-designers sur notre rôle.
Pour un tout petit peu expliquer ça, Ouais. on avait pris la décision spontanée de tacler entre nous, entre designers, tacler ce sujet DesignOps en avançant dessus sur nos temps dédiés en Learning Moments, comme dans des structures de DesignOps décentralisées, un peu à la Renault Digital. J'avais lu dans un livre que je conseille et que je conseillerais encore une fois à la fin du podcast, le livre Org Design for Design Orgs, qui est à lire absolument. Et il était proposé dedans une solution d'afficher physiquement dans les espaces communs les travaux design, finalisés ou non. Justement, c'est ça qui est intéressant. On a d'abord validé l'hypothèse du design, qui est incompris effectivement par les non-designers. On a validé ça avec des entretiens utilisateurs. Et c'était aussi l'opportunité pour nous de produire de la métrique quantitative avant projet, toujours avoir le avant-après, c'est essentiel. Et ensuite, on a effectué un atelier de conception entre designers. C'était un peu une sorte de micro-design sprint pour imaginer cette solution en physique. Et du coup, le résultat, ça a été quelque chose de vraiment top. C'était un parcours interactif dans les locaux, un peu comme une visite guidée, avec des fiches de présentation, des maquettes, des témoignages audio, de la gamification, tout ça pour encourager les interactions des gens avec ce qu'on exposait. Et les métriques après projet, je les ai pas parce que je suis parti avant, mais clairement c'est l'un des exemples de c'est pas parce qu'on parle pas de design ops qu'il y en a pas, et c'est pas grave s'il y en a pas. Et même si c'est pas essentiel, c'est vraiment pour moi une aubaine formidable pour prouver la valeur du design et se détacher un peu de la vision romantique, comme le dit si bien Didier Boulet, qui est CDO de Thales, et de la vision hors sol qu'ont les méconnaisseurs du design, ou même certains designers eux-mêmes. Le design ops, ça permet de parler chiffres, de parler industrialisation, OKR, KPI, NPS, ROI, plein de termes qui sont appréciés par le business et les décideurs. Et le design ops, ça donne pour moi plus de pouvoir aux designers dans les entreprises. Par exemple, le papa du design ops, qui est Didier Boulet, est assis au Comex chez Thales, qui est une boîte historique d'ingé, un peu comme Orange. Et du coup, Didier Boulet, il a su avoir l'aval de Patrice Caine, qui est un peu le dieu vivant chez Thales. Patrice Caine en personne sur des sujets design ops comme le design system. Ça veut tout dire. Et là-dessus, autre point, le design ops, en plus d'être un rôle à part entière, c'est aussi la responsabilité d'incarner le pôle design pour l'intégrer au sein de la vision et de la stratégie financière d'entreprise. C'est avoir plus d'opportunités, selon moi en tout cas, de pousser le design auprès des décideurs, et inversement de comprendre les besoins des décideurs pour aligner les chantiers design en conséquence. Donc c'est vraiment du donnant-donnant pour qu'il y ait un vrai dialogue qui se crée entre la sphère design et le reste de l'organisation, notamment business. Et du coup, maintenant, pour parler un peu plus d'Orange, on n'imagine plus du tout Orange France sans design ops, tellement les impacts bénéfiques, il y en a pléthore, quoi. Par exemple, le nombre prévisionnel de designers pour atteindre ce qu'on appelle le rythme de croisière, il était initialement prévu à 300. C'était annoncé par une boîte de consulting. D'accord. Qui devait du coup l'estimer dans le contexte de notre transformation agile. Et ça, c'était sans design ops encore en place. Et ensuite, le design ops amène une vraie logique de mutualisation qui a découlé de son implémentation, hein, et ça a permis de baisser l'estimation pour arriver à 150. Ensuite, 1 an et demi après, on est passé à 125, et là, on a stabilisé à 107 designers. D'accord. Ça fait un peu 100 design ops 300 avec 107. Et évidemment, il y a un aléa parce que les 300 c'était une estimation. Ça reste quand même énorme comme différence. Oui, tout à fait. Et encore une fois, dans le contexte Orange, le rayonnement des design systems d'Orange France, il est vraiment massif dans tout Orange. Parce que oui, pour information, on est complètement séparé de l'équipe Design System Group. Comme je le disais, on a 200 designers adopters, 2 millions d'insertions en 6 mois. Vraiment, ça c'est des chiffres pour les geeks. 2 millions d'insertions en 6 mois pour 0,16 de detach. Comprendra qui voudra. Et on a un taux d'adoption qui est quasiment à 100%.
Du coup, tout ça, ça permet de faire rayonner à la fois évidemment le design ops, les design systems, mais toute la direction responsable de ce design system sur la France. Et ça fait du coup, au final, rayonner tout le design system de Orange France au global, en tout cas de ma direction au global, en permettant du coup d'intégrer plus facilement ensuite des sujets du X-Writing et d'inclusivité si on intègre ces sujets dans l'équipe design ops qui rayonne. Et du coup, hors Orange, pour moi, le design ops, c'est déjà une voie un peu, une voie dorée pour mettre ou remettre sur la table le bien-être et l'épanouissement des designers au travail. Et ça permet d'avoir une réflexion, je trouve, centrée sur l'humain, avec un grand H, avec un profil payé et dédié à ça, encore une fois. Par exemple, chez Payfit, ils ont eu le gros sujet de retravailler tous les rituels en interne. Pour en savoir plus, là, pour le coup, je vous invite à regarder l'intervention de Damien Boyer chez Front Guys, assez récente. Je vais pas tout spoil, mais en tout cas, ils avaient de belles verbatim comme je suis mieux au travail. Voilà, tout simplement. Ce que un design ops rêve d'entendre, finalement. Je suis mieux au travail grâce à vous. Et un exemple chez Orange France, on a le sujet de la Core Team Communauté. Donc cette Core Team Communauté, elle est dédiée à créer du lien entre la centaine de designers de la direction design, expérience et interface, c'est la DXI, c'est là où je suis, et la France. Donc on est tous à peu près dans le même bâtiment pour cette direction DXI, on est 100 designers. Et du coup, cette Core Team, ça nous permet de faire le suivi par des surveys des besoins et des évolutions de notre roadmap dédié à créer des événements à la fois fun. On a de la pétanque, de la chasse aux œufs, des sessions aux jeux de société, mais ça nous permet aussi, cette core team communauté, d'être vecteur de sujets du management. Par exemple, la création de canaux de partage de veille et de benchmark. Tout ça, toujours, encore une fois, dans l'idée de créer du lien entre les designers internes de ce bâtiment DXI, qui sont 100 designers, et des designers qui, en tout cas pour la majorité, en fait, ils se rendent compte qu'ils connaissent pas du tout d'autres designers qui sont même la porte à côté, parce qu'ils ont la tête dans le guidon et ils ont pas le temps vraiment de s'intéresser à ce qu'il y a autour. Donc ça, c'était un vrai pain qu'on est en train de répondre au jour le jour grâce à cette core team. Et voilà, j'espère que vous commencez un peu à voir les deux tableaux, mais en tout cas, pour conclure, on peut se passer du coup du rôle, mais je pense que le mindset, il devient carrément indispensable à partir d'une certaine masse design, c'est sûr, et globalement, ça devient indispensable aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus de différences entre, et même du ressenti en tant que designer qui travaille dans une entreprise. On ressent une vraie différence entre une entreprise qui a une réflexion design ops, une réflexion design service design, et une entreprise qui n'en a pas du tout. D'accord. Et c'est quoi quelles sont les différences pour toi qui tu dis qu'il y a vraiment une différence. C'est quoi les différences? Comment que tu apprécies ça? Comment que tu définis ça? Ça peut être très global, mais par exemple, le designer, c'est avoir un design system. Je pense que, j'espère ne pas être trop contredit si je dis que quand tu es un product designer, avoir un design system, ça te simplifie la vie, mais à mort, quoi. Ça permet d'avoir beaucoup plus de temps sur plein de sujets. Sûr, ouais. Et puis en soi, si tu es dans une entreprise qui a compris ce qu'est le design ops et qui notamment a du temps dédié à constituer une core team qui va répondre à tes besoins et à créer des événements un peu fun, ça fait clairement la différence avec une autre entreprise où ils ont pas ces préoccupations-là et tu te sens un peu seul à ton travail. En fait, je pense la différence fondamentale, c'est d'un côté, tu te sens supporté et tu sais à qui t'adresser quand tu as besoin d'aide, et de l'autre, tu es un peu dans un no man's land, la tête dans le guidon, et t'as pas trop de perspectives d'amélioration ou d'évolution. D'accord, ok, d'accord. Et maintenant, j'aimerais savoir un petit peu comment on peut mettre en place le design ops dans une entreprise ou dans une team design. Accède à plus de 100 épisodes en illimité. Écoute tous les épisodes sans aucune coupure depuis 2019. Reçois des newsletters exclusives du podcast. Écoute les nouveaux épisodes avant le public. Participe à l'évolution du podcast.
viens poser tes questions durant les enregistrements. Pour bénéficier de tous ces avantages, rejoins maintenant la communauté premium de Design Plus. Pour cela, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode pour t'abonner maintenant. C'est toujours difficile de répondre concrètement à ce genre de questions qui sont des questions très macro, parce que le contexte il influence drastiquement les solutions à choisir. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de meilleure façon de le faire, même si on retrouve une base commune, c'est faire de la recherche et un audit de l'existant pour s'adapter au contexte. Voilà, ça c'est un truc à pas louper. Déjà, on voit sur la méthodologie globale, elle sera vraiment différente s'il y a une reconnaissance interne ou non sur la discipline. Et en fonction de ça, vous allez avoir des hypothèses à valider par des discussions, que ce soit autour d'un café, des one-to-one avec tes supérieurs, des bruits de couloir, et que sais-je. Tous les moyens sont vraiment bons pour engranger de la connaissance terrain, quoi. Et si le design ops est reconnu, déjà, c'est un contexte favorable, bien joué. Les supérieurs, ils croient visiblement la plus-value de la discipline design ops, et ils ont un budget dédié avec une bonne maturité design de l'entreprise. Ou en tout cas, ils sont prêts à se remettre en question. T'as aussi, ça permet de se concentrer, si on est dans un contexte favorable, se concentrer sur la compréhension des frictions majeures vécues par les designers et les décideurs. Ça permet de prendre le temps vraiment de comprendre les attentes des designers et des décideurs sur ce poste et sur l'évolution du pôle design, parce que les projets vont être très différents en fonction de la vision design. Est-ce qu'on vise à élargir son marché international ou est-ce qu'on est actuellement ou en préparation d'un scaling de la boîte complètement différent. Et enfin, un contexte favorable, ça va permettre, typiquement comme chez Payfit, où les design ops ont été mis en place lorsque le besoin de faire suivre les chantiers du top au plus près des designers s'est fait sentir. Ça va permettre de direct avoir sa position et d'être concrètement très vite intégré dans l'entreprise sans avoir à batailler pour se faire reconnaître. Si le design ops il n'est pas encore reconnu, ça va être un contexte neutre, voire hostile. Hostilité des designers eux-mêmes, parfois qui ont par exemple peur de perdre leur créativité, peur de perdre une certaine liberté dans leur quotidien, ouais, d'accord. ou peur de ne plus être aussi autonome qu'avant, ce qui est assez compréhensible, mais qui n'est pas justifié. Il y a aussi une hostilité des décideurs qui voient le design ops comme un peu un gouffre financier, parfois sans réelle valeur ajoutée, peut-être qui voient ça comme une nouvelle lubie du design. Je force le trait, évidemment, ou bien l'absence de volonté de changer l'actuel. Dans ces cas-là, un peu extrêmes, vous avez plein de pistes de solutions, mais faut, je pense, avant tout avoir une attention particulière sur la façon dont vous allez amener ces profils neutres ou hostiles avec vous dans vos projets. Faudra les faire se sentir importants dans vos prises de décision. Ça, c'est le must, quoi. D'ailleurs, si vous souhaitez insuffler un changement et que votre profil coince pour une quelconque raison, par exemple parce que vous débarquez dans une entreprise bien rodée et qu'on vous a présenté comme la personne qui allait tout chambouler, ou bien parce que humainement ça matche pas, ça arrive, et faut s'appuyer selon moi sur l'extérieur, sur d'autres personnes, d'autres Rex qui soutiennent vos idées et les projets que vous souhaitez lancer. Ça peut être en faisant intervenir sur 1 heure un profil expert, après l'avoir briefé sur quelques points pour insister dessus, par exemple. Ouais. C'est vrai que souvent, parce que je l'ai vécu, c'est vrai que faut faire attention de la façon qu'on a été présenté auprès des stakeholders, parce que des fois on arrive un peu des fois comme le Messi, et là ça peut être très dangereux. On se dit ouais c'est super, mais en fait non, pas du tout, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être. En plus, c'est déceptif pour absolument tout le monde, y Ouais, compris absolument, tout soi. à fait, ouais. Donc ça rend le pire. Vaut mieux éviter ça. Voilà. C'est quoi? J'ai plus la formule, mais c'est promettre le moins et puis délivrer le plus, quoi. Ouais, absolument. Mais dans tous les cas, que ce soit un contexte vraiment favorable ou défavorable,
Il y a la phase d'audit, comme je le disais au tout début, qui est vraiment primordiale. Faut comprendre l'actuel, les frictions, les besoins, les attentes. Tout ça, ça permet d'émettre des pistes de solutions qui vont être en accord avec la vision d'entreprise. C'est ça notre boulot. Et du coup, il faut comprendre la maturité design et les attendus du poste, le niveau de sponsoring des supérieurs. Et pour l'audit, il y a vraiment beaucoup de frictions qui peuvent être relevées. Par exemple, ça va être un manque de communication entre stakeholders, pas de ce qu'on appelle le commitment du business ou du marketing, ce qui va entraîner ou ce qui va faire traîner l'impact sur l'utilisateur. Ça peut être un handover laborieux, un manque de remise en question ou aucune culture du feedback, des mauvaises pratiques research, etc., etc. Il y en a beaucoup à voir. Hein. Et par exemple, si c'est un turnover important, on va peut-être chercher à comprendre les raisons de ce phénomène, qui peuvent être vraiment nombreuses encore une fois, mais ça peut être l'absence de sentiment d'appartenance, un manque de clarté sur les fiches de poste ou sur l'onboarding, ça peut être pas de lien fort avec le PO, un sentiment d'être incompris par les hiérarchies ou de pas être à sa place, ou de simplement pas avoir de perspective d'évolution. Ça peut être plein de choses qu'on est censé pouvoir mettre en lumière pour communiquer dessus et les faire évoluer dans le bon sens. Et tout ça, ça forme le contexte avec cet audit. Ça va être un contexte vraiment unique à chaque entreprise et ça va influer, comme encore une fois, très fortement sur la forme que prendra le Design Ops au final. Et par exemple, on va pas traiter les mêmes sujets si on a une équipe locale de 30 designers avec une bonne compréhension du Design Ops versus une équipe multiculturelle, en remote avec des niveaux d'expertise très fluctuants. Donc voilà, ça c'était pour la phase d'audit. Évidemment, il y a aussi le benchmark, qui est une autre phase essentielle. Là, va falloir analyser ce qui se fait ailleurs, et si possible dans un contexte, une échelle et un objectif similaire au sien, sinon ça n'a pas trop de sens. Il faut avoir le réflexe, je trouve, de vérifier ce qui est fait ailleurs, parce qu'il y a forcément une personne dans le monde qui s'est déjà posé la même question. Et ça permet de gagner beaucoup de temps, et c'est pour ça que je pousse à aller aller chercher des informations et des réponses vers des communautés autres que françaises. D'accord. Par exemple, la fameuse problématique de handover, qui est une problématique aussi de versionning au sein de Figma. On avait avant avec Zeppelin la capacité de locker autant que possible les maquettes, puisque c'était des PDF carrément, il n'y avait pas d'assets dynamiques. C'est une autre logique sur Figma. Ouais. Et du coup, comme je disais, j'ai rencontré des profils Design Ops, j'ai récupéré leur Rex, j'ai pu répertorier au final 6-7 méthodes, aussi en allant voir nos propres designers adopters pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient en local, parce que c'était une problématique que rencontrait tout le monde. Et du coup, on a choisi l'utilisation des branches. On est en train de tester actuellement cette utilisation des branches et on la teste après avoir formé un groupe de champions qui sont nos bêta-testeurs pour itérer sur le workflow d'utilisation des branches que j'ai créé. Et en fait, tout ça, c'est très important toujours de tester et d'itérer avant de déployer plus largement, parce que là, quand on déploiera, ce sera pour potentiellement les 200 designers concernés. D'accord. Et du coup, les Rex des autres Design Ops, ça m'a vraiment permis de gagner du temps en n'ayant pas à tester une par une chaque solution que je rencontrais, en plus de m'en faire découvrir certaines, quoi. D'accord. Voilà, toujours avoir cet esprit audit benchmark hyper important. Pour finir, je conseillerais quelque chose de peut-être un peu moins conventionnel, mais la fameuse tactique du cheval de Troie. C'est-à-dire on se focus sur un projet majeur qui fera rayonner la discipline design et le design ops au global dans l'organisation, ce qui permet souvent d'ouvrir des portes et ce qui peut déclencher des dialogues là où il n'y en avait pas avant. D'accord. Et alors c'est quoi ton cheval de Troie alors que tu as utilisé? Alors du coup, chez Orange, vraiment, c'était le design ops, le design system par excellence. Chez Orange, donc le Design System France, à la base, il était destiné aux 100 designers comme je le disais, de la DXI, dans le même bâtiment que nous, mais ça nous a permis, ce Design System, de couvrir le besoin et d'accompagner, du coup, le double de designers dans d'autres entités France et monde. Et du coup, c'est vraiment une conquête par influence, dans un contexte où il existe également une équipe Design System Orange Group.
En gros, le design system, ça nous permet de gagner de l'importance et de la crédibilité sur tous les autres sujets design ops qu'on souhaite pousser en parallèle. Je parlais notamment de l'accessibilité ou de l'inclusivité. Et il y a aussi l'UX writing. Du coup, une fois qu'on est dans la tête de tout le monde, design system égale design ops, et on va intégrer ces sujets dans le design ops. Ça va pour nous permettre de pouvoir beaucoup plus facilement intégrer l'accessibilité, l'UX writing par exemple. Et du coup, sortir de son scope direct de design ops pour prendre la responsabilité de projets majeurs, c'est vraiment quelque chose que je vous propose de faire, et ça peut également faire office de cheval de Troie. Chez Aviv, le design ops, il a fait le choix de récupérer un sujet assez complexe, très complexe, et vital de traduction des termes des différents produits multilangues des entités au sein du groupe Aviv, parce qu'il y a beaucoup d'entités au sein d'Aviv. D'accord. Et du coup, ce sujet, c'est en partie hors scope, parce qu'il adresse plus de 1000 personnes qui sont en minorité des designers. Mais c'est un pari sur l'avenir, parce que si le projet fonctionne, l'influence et la renommée interne du design ops, ça permettra de faciliter la vie de tous les projets suivants, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant à comprendre. Et dans tous les cas, il faut pas attendre d'avoir 100% de son temps dédié à la cause. Il faut être dans la logique des projets en sous-marin si nécessaire. C'est certain, c'est un peu la réalité du terrain. D'accord. Et par exemple, ton effet de cheval de Troie, il y a certains responsables qui s'en sont aperçus ou qui ont compris que tu voulais avancer comme ça et que c'était au final bénéfique. Comment dire? C'est tellement naturel. En tout cas, ça devrait être naturel. C'est-à-dire, voilà, on a un design system. Je vous propose de l'utiliser. Avançons ensemble. Ouais. Et puis 2 mois plus tard, tout le monde est content du design system. Du coup, on va leur pousser. Voilà, on aimerait retravailler l'UX writing de vos produits. On a les 2 profils qui sont à votre disposition. Est-ce qu'on peut arranger un point pour pouvoir avancer ensemble? Et il n'y a jamais eu de conflit, et personne, en tout cas à ma connaissance, ne s'est dit « Ah, mais en fait, le design system, on nous a bien baisé, parce qu'au début, c'était juste pour nous parler, tu vois, ça marche pas vraiment comme ça. » Heureusement, hein. D'accord. Non, ça marche pas comme ça, heureusement. Mais du coup, je terminerai de répondre un peu à ce sujet très vaste, hein, de comment mettre en place le design ops. Je terminerai par peut-être un gros point d'attention quand même, sur le fait qu'il faut avancer vraiment prudemment et se faire accepter dans les périmètres de chacun. Ça rejoint un peu le cheval de Troie, faut pas que ce soit bourrin. Ouais. Le design ops, c'est vraiment un métier qui par essence est assez intrusif, hein. Il faut être vu, ça peut être en tout cas vu comme une menace ou une hiérarchie supplémentaire au-dessus de soi. Et il faut être vraiment transparent dans ses objectifs et marquer sa présence pour qu'elle devienne au fur et à mesure comme une évidence. Si vous êtes arrivé à ce point-là, vous avez un peu tout gagné. Et du coup, je conseille aussi d'impliquer les designers et les stakeholders, toutes les personnes concernées par vos actions, si vous en avez la possibilité, parce que les impliquer, ça leur permettra de sentir vraiment l'aspect collaboratif de votre démarche, et ça leur montrera qu'on avance avec eux et pour eux, et que c'est pas vous en faites qu'à votre tête et vous avancez dans votre coin et vous délivrez quelque chose qui, quel que soit leur avis, ils le mettront en place. Faut surtout pas être ressenti comme ça en interne. D'accord. Donc le design ops par rapport au cheval, ce serait peut-être plus le cheval de trait plutôt que le cheval de course. C'est ça. Ouais, toujours tranquille. Faut être une force tranquille. À ton avis, quel est le meilleur moment pour le mettre en place? Et d'ailleurs, peut-être, est-ce qu'il existe un meilleur moment? Ouais, c'est un peu dur à répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on commence à grandir, qu'on atteint une masse critique de designers, comme le dit Grégory Roy, c'est une masse qui empêche d'avoir une vision macro et qui limite la capacité d'influer finalement facilement en micro, si on crée pas une véritable structure, philosophie dédiée à piloter l'ensemble et à le soutenir. Ça va être vraiment le moment où il faut mettre en place du design ops. Dans ce contexte-là, on a besoin d'avoir un profil ou à minima un temps sanctuarisé et dédié à l'organisation de tous les acteurs. Et il faut prendre en compte son échelle d'entreprise, hein, évidemment,
parce que avoir 4 ou 5 designers pour un design ops dédié, ça a pas vraiment de sens. On va perdre plus de temps à réfléchir sur l'ops pour 4 personnes plutôt que designer et traiter les besoins ops sur le fil sur des temps dédiés. D'accord. Chez Payfit, ils ont un ratio de 1 design ops dédié pour 13 designers. C'est confortable, hein. Et D'accord. ils ont une roadmap dédiée et ils traitent chaque sujet comme un projet de research avec la phase de discovery, etc., etc. Et Thales, qui est vraiment un tout autre contexte, ils ont un design ops lead, qui est Grégory Roy, encore une fois, à l'échelle pour l'entièreté du groupe. Donc on va d'abord se concentrer sur des sujets très macro, et un profil alternant va être bientôt recruté, comme je le disais, en ce sens pour continuer sur des sujets très macro. D'accord. Après, il faut, je pense, mettre en place le design ops à partir du moment où ça peut faire gagner du temps, finalement, au lieu que chacun des designers cherche des solutions dans leur coin avec un partage de responsabilités flou et aucun rituel. Par exemple, un manager lead a un besoin de recrutement. Et va falloir faire la synchro avec ses supérieurs pour déterminer l'enveloppe, avec les RH pour la fiche de poste ou le career pass à exposer aux candidats, la synchro durant les processus de recrutement avec divers profils qui vont intervenir pour rencontrer le candidat, etc., etc. Et tout ça, c'était déjà présent, hein, avant, et chacun pouvait le faire un peu à sa sauce, sans avoir eu l'opportunité ou le temps d'itérer sur le processus actuel. Mais avoir des profils dédiés à améliorer vraiment toutes ces synchros, toutes ces interactions entre profils différents, pouvoir déterminer quels sont les points essentiels et qu'est-ce qui peut être rationalisé. Tout ça, ça permet d'économiser sur le long terme, en fait, les ressources humains, temps, argent de ce besoin de recrutement. Encore une fois, un autre sujet, je pense qu'il faut mettre en place le design ops à partir du moment où on souhaite améliorer la maturité d'une entreprise, une maturité design, hein, Bien sûr, ouais. parce que le design ops, c'est un profil spécialisé dans la mise en place de mesures de métriques design pour les remonter aux décideurs, encore une fois, qui sont souvent des non-designers, mais qui sont sensibles aux chiffres, évidemment. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, ça reste encore l'argent. Et c'est un profil spécialisé aussi en communication, avec une capacité d'adaptation selon les interlocuteurs et un mindset un peu en carnet d'adresses. Ça, c'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue avec Jérôme Benoît, qui est ex-design ops de Doctolib, qui est maintenant dans le design system, qui m'a fait prendre conscience de ce dernier point, le carnet d'adresses. On est un carnet d'adresses vivant, et on a un rôle fondamental dans notre capacité à mettre en relation et à avoir les informations transverses pour tout le monde. Ça fait gagner un temps monstre à n'importe quelle personne qui vient te voir pour te poser la question sur tel ou tel sujet. Et typiquement, si un designer, voilà, il te demande de l'aide sur un sujet, mais tu sais que ce sujet, il a déjà été traité ou il est en cours de traitement par un autre designer, l'idée, ça va être de les mettre en relation pour que tout le monde gagne du temps. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, le SAV du design, quoi. Ouais, un petit peu, effectivement. Et il faut mettre, encore une fois, pour moi, le design ops, le mettre en place à partir du moment où les frictions et les désalignements internes, ils se font légion. S'il y a fréquemment une remontée d'hétérogénéité des processus de design entre les équipes, par exemple, chez Aviv, il y a eu un regroupement rapide de plusieurs entreprises au sein du groupe international. Et les cultures design et équipes, elles étaient très différentes et cloisonnées. Et du coup, le besoin de rationaliser et de créer des ressources ou des processus communs en transverse, il est venu très naturellement. Et du coup, Léo Fuster, puis de profils en design ops dédiés, ont été recrutés dans ce contexte-là de tout globaliser. Et voilà, je vais pas faire toutes les raisons, c'est interminable, mais je pense que voilà, vous avez un peu l'idée. Après, je suis sûr que ça pourrait être plus parlant avec un exemple d'entreprise concrètement. D'accord. Et parlons de Orange France par exemple. Le design, il a été mis en place pendant la transformation agile de l'entreprise vers 2017. On est passé d'un mode agence interne avec une relation client-fournisseur à du designer qui était partie prenante de chaque features team. Et du coup, il faut un designer à côté de chaque PO. On est en méthode safe, pour information. C'est du agile à l'échelle.
Cette vision feature team, c'est celle de Marty Kagan, hein, on n'invente rien. C'est un peu l'équation de l'équipe produit parfaite, avoir un PM en PO, plus un designer, plus 5 à 10 devs par feature. Et du coup, chez Orange, on n'a pas eu de problème pour trouver les PO, parce que c'est une boîte IT à la base. Hein. Par contre, on n'avait pas de designer. Du coup, en 2017, on est passé de 40 designers à 2018, 70, et c'était impossible de gérer en transverse ces 70 designers. Parce que le pilotage, il devient compliqué, et du coup, vraiment, le besoin d'Ops, il était grandissant. Dans cette situation, soit on assume le fait que c'est une micro-équipe de 15 à 20 designers, avec chacune leur processus, soit on passe au Design Ops, qui est une coordination et la gestion en transverse, pour tous les regrouper. Et du coup, après le recrutement massif, tous les problèmes arrivent d'un coup. Comment rationaliser et centraliser ces problèmes pour que le designer design, mais se pose aucune question sur le reste, par exemple la charte, les licences, les méthodes. Et du coup, le Design Ops, ça a été le dernier sujet, la dernière pierre à l'édifice du chantier de transfo agile. Et d'abord, ça a été croissance monumentale avec du recrutement massif. Puis, ça a été la création d'une philosophie Design Ops, comment gérer l'équipe qui croît. Typiquement, si on veut 15 Mac dans 15 jours, comment on les gère? On peut sortir un Mac des placards, mais 15, faut faire une demande d'achat. Et la demande d'achat, chez Orange, faut qu'elle soit prévue un an en avance. En plus, 15 fois 2500, ça fait beaucoup de pépettes. Et il faut que ce soit anticipé un an avant, quoi. Et du coup, faut anticiper la croissance de l'équipe. Et les designers ont été disséminés structurellement dans tout Orange France. Par contre, ils ont été tous rattachés au HOD qui est Éric Mariet. Et du coup, le rythme de croisière à date, comme je le disais, c'est 107 designers. Aujourd'hui, on est 92. Nicolas, ce qui serait peut-être intéressant maintenant, c'est aussi de savoir comment on mesure le succès du Design Ops, s'il te plaît. Bien sûr, ouais, c'est la question à $1000. Pour le coup, je vais surtout m'appuyer sur du concret et je vais arrêter avec le côté théorique. Ça va nous aider. Pour Orange France, il y a plusieurs choses en place. Hein. On a par exemple un surveil global, ça c'est une pratique très répandue, qui est biannuel ou annuel, et c'est un surveil créé par l'équipe DesignOps, destiné à tous les 100 designers de l'entité DXI. D'accord. Ça permet d'avoir un suivi de l'impact ressenti du DesignOps par nos designers, et ça permet d'avoir un suivi des frictions actuelles et des axes d'amélioration du quotidien du designer. On a aussi des OKR design sous la forme d'OKR stratégiques, globaux au pôle design, mais également des OKR tactiques par équipe, donc un peu plus micro. D'accord. Par exemple, l'OKR stratégique 2022 Mission to Mars, c'était dédié notamment à encourager la communication de la valeur design sur 50 projets, mais aussi l'implémentation de visions produits expérientielles. L'OKR tactique de l'équipe DesignOps, pour le coup, donc plus micro. Les OKR, c'était de tester des practices dédiées à l'amélioration de la qualité des livrables, et c'était aussi de produire des présentations de sujets inspirants. Et à chaque fois, il y avait un chiffre, une métrique à côté, qui était surveillée, évidemment. Pour le reporting, pas vraiment de secret du point de vue des OKR. C'est un bon gros tableau Excel avec le taux de complétion à chaque objectif, quoi. Et ces OKR, elles doivent être dans la continuité de nos North Star Value, que sont excellence et créativité chez Orange. D'accord. North Star Value, pour information, c'est une référence à Amandine Dur, qui est ou était CPO de Back Market à la ProductConf 2022. Si vous trouvez le record, je vous invite à le regarder. Donc ça, c'était la partie OKR. Ensuite, un sujet qui touche surtout au design system, les analytics Figma. C'est un dashboard natif à l'outil pour suivre l'évolution de l'utilisation de nos librairies Figma, qui sont donc nos design systems. Ça permet de prouver que le design system est utilisé quotidiennement par tous ces designers. C'est grâce à ça qu'on a pu déterminer le nombre d'insertions. Et pour aller plus loin là-dessus, on a actuellement un sujet de créer une solution custom par API pour adapter justement les métriques tracées et proposer plus de précision dans toutes ces métriques et pouvoir créer un dashboard dédié. Et du coup, là-dessus, coucou Boris qui travaille sur le sujet.
Notre but ultime là-dessus, c'est de pouvoir prioriser les chantiers design system et aussi plus facilement montrer la valeur du design system et ainsi être capable de détecter des usages plus ou moins prévus. Pour le suivi de NPS, c'est encore un autre sujet. Ce qui est aussi beaucoup fait ailleurs, c'est vraiment omniprésent chez Orange. Ça fait partie de nos KPI d'engagement favoris en fait. Par exemple, on va avoir des NPS à chaque fin de session de formation Figma pour avoir un avant-après la session et pour déterminer les prochaines formations à créer. On va aussi avoir un NPS sur l'adoption de l'outil Figma pour déterminer si l'expérience globale du designer elle a été améliorée par la récente migration Sketch to Figma. Oui, elle l'a été. Et de manière générale, on a nos propres outils internes pour la création et la diffusion des surveys et des demandes de feedback. D'accord. Donc voilà, c'est assez riche et encore une fois, il n'y a pas la bonne façon de faire. Nous, on est capable de couvrir beaucoup de notre scope grâce à toutes ces méthodes et je les ai pas toutes citées hein, évidemment. Pour finir sur un petit exemple avec Payfit. Petit exemple parce que court, mais chez Payfit, par exemple, ils ont un plugin maison qui est la création du talentueux Romain, actuellement alternant DesignOps chez Payfit, et qui a mis en place un plugin FigJam sous forme de rôti avec un reporting automatique de leur dashboard de métriques DesignOps sur Amplitude. Et du coup, le plugin, il est utilisé pour toutes les sessions, dont les sessions DesignOps, et ça permet de prioriser quels sont les rituels à repenser ou à supprimer. D'accord, vraiment très intéressant. Alors maintenant, nous arrivons, avant de conclure, nous arrivons sur la partie formation, Nicolas. Et j'aimerais savoir, par exemple, si moi, demain, j'envisage de devenir Design Ops, comment je peux me former, s'il te plaît ? Déjà, il y a plusieurs points. Je pense qu'on peut parler, évidemment, des communautés qui sont hyper actives pour certaines. Je pense à Design Ops Assembly, qui propose des événements organisés à Berlin, Londres, Stockholm et Sydney notamment. Il y a aussi ce qu'ils appellent des Design Ops chit-chat mensuels, où l'idée c'est de discuter en distanciel entre Design Ops designer ou Design Ops manager. D'accord. Et il y a aussi occasionnellement d'autres événements en ligne avec des présentateurs ou un panel. Un peu lambda. Et bien sûr, la communauté Slack est en plein essor, donc n'hésitez pas à rejoindre le Channel Paris. On peut aussi se former en rencontrant, et ça c'est ce que je milite vraiment pour que les gens le fassent, se former en rencontrant des profils plus expérimentés sur le design ops au global ou sur des sujets pointus, que ce soit en one-to-one sur LinkedIn, ce que je fais beaucoup, autour d'un café aussi. Par exemple, mes meilleurs souvenirs sont à Montréal avec Yoel Mercier, Product Ops Ubisoft, et David Briogne, Research Ops, directeur à HEC Montréal. Mes meilleurs souvenirs de cette ville autour d'un café avec ces professionnels qui ont pris le temps de me parler de leur métier. Et après le one-to-one, il y a évidemment faire des meet-up en présentiel, rester à l'apéro, très important pour poser toutes ces questions, et pour profiter du buffet, ça aussi c'est évidemment bien manger, c'est important. Et j'ai aussi commencé comme ça, hein, c'est les profils recherchés, ils sont souvent accessibles dans ce genre de meet-up, et les designers sont très souvent enclins à partager leur expérience. Je terminerai sur peut-être utiliser des plateformes de mentorat. Il y a évidemment pas d'âge pour être mentoré, hein, comme ADP List. C'est assez gamifié et c'est très efficace. Les mentors, ils sont la plupart vraiment adorables. Et il y a toujours du bon à prendre de personnes qui souhaitent partager leurs connaissances. Si on a de l'argent pour ça, on peut rechercher des formations dédiées. On peut toujours demander l'avis des alumni, même c'est ce qu'il faut faire, hein. L'avis des alumni et l'apport que la formation a eu sur leur vie professionnelle. Pour moi, le plus important, c'est le après-formation. Est-ce qu'il y a une création de réseau ou est-ce que la relation est gardée avec les gens de promo et quelle est la reconnaissance dans le monde professionnel. Voilà. La formation miracle, elle n'existe pas vraiment, enfin je crois pas, mais pouvoir vraiment se reposer sur des apprenants
et des mentors du milieu avec des interrogations ou des envies similaires, ça a vraiment pas de prix, quoi. Là, je parle de vécu, hein. Dans DOA, Design Ops Assembly, ils font des bootcamps de 3 mois. J'en ai fait un. Ma mentor, c'était Patricia Bettini, pardon, je sais plus. Et elle est toujours disponible. Et on a un point mensuel de chit-chat encore maintenant, après 6 mois. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses pendant ce bootcamp. Et même si j'ai pas l'impression d'être passé à un profil expert, hein, heureusement et évidemment, ça m'a donné plein de pistes de réflexion et ça permet aussi de consolider ces fondations. Et du coup, voilà, pour toujours pouvoir avoir la capacité d'interagir avec ma promotion après des mois, c'est vraiment un bonheur. Dernièrement, il y a une formation sur le design system par Dan Mal et Dribble. Là-dessus, je suis curieux de savoir ce que ça donne. Je pense qu'elle est assez prometteuse. Et sinon, il y a déjà quelques bootcamps français qui ont vu le jour. Après, pour le coup, j'ai pas eu encore l'occasion d'en faire. D'accord. En tout cas, le plus important, ce qu'on me répète beaucoup à Orange, c'est vraiment de vivre le truc. C'est-à-dire, mon lead design system me le dit beaucoup, hein, Maxime Tonnerre, parce que je suis un peu toujours à la recherche de formation, de Rex sur des tas de sujets différents. Le design up, c'est en particulier, ça s'apprend difficilement. Ça se vit vraiment, et on est assez loin de la roadmap un peu rigide du design thinking. Tout ça, évidemment, faut le nuancer, hein. Les bases théoriques, elles sont toujours essentielles, mais le contexte particulier de son entreprise, il est tellement structurant pour cette spécialisation qu'on prévoit vraiment difficilement à l'avance tous les sujets qu'on va couvrir. Là-dessus, expérimenter, on devient plus expérimenté parce qu'on va avoir plus de temps pour se tromper qu'un profil débutant. Ça, c'est ma vision des choses. Ça permet d'en tirer des automatismes et d'être capable de prendre la bonne décision plus rapidement. Parce qu'au fond, un profil senior, c'est surtout, pour moi, quelqu'un qui a eu plus d'occasions de se planter dans son parcours pro, tout simplement. Après, sur le sujet de vivre le truc, rien ne va remplacer, encore une fois, les années passées à se casser les dents sur des sujets mal maîtrisés. Et voilà, en plus de créer des automatismes, pour moi, ça apporte aussi beaucoup de confiance en soi et ça permet d'avoir une capacité de conseil encore plus précise. Ouais, puis comme tu disais, effectivement, le contexte de l'entreprise est vraiment très important. Et j'imagine que, évidemment, c'est comme tout designer dans une entreprise X, il va pas forcément travailler de la même façon ou avec les mêmes outils, en tout cas peut-être que c'est les mêmes outils, mais pas les mêmes méthodes, par exemple, que celui qui travaille dans l'entreprise Y. Complètement. Et je crois que ouais, tout à fait. Et je crois que maintenant, tu voulais nous donner des quelques conseils aussi. Ouais, complètement. Pour le coup, ça va être plus des conseils atypiques, hein, ce coup-ci. Mais pour moi, développer son art oratoire, c'est hyper important quand on veut devenir design ops. Typiquement en faisant du théâtre d'improvisation ou une autre activité assez similaire. Comme je le disais, la communication, c'est hyper important sur un profil design ops, savoir à qui s'adresser, comment s'adresser. Et si ça paraît toujours un peu flou ou hors de portée, le design ops, je pense que c'est important de désacraliser un peu la discipline, qui a avant tout beaucoup de recherche et beaucoup de service design. Le design ops, c'est un terme valise, hein. Ça a toujours été présent, toutes les notions que touche le design ops, et on n'a pas attendu le design ops pour faire du design ops. N'importe quel projet visant à améliorer l'expérience du designer dans son entreprise, ça peut être assimilé à du design ops, donc finalement lancez-vous. Voilà, faut se lancer et il y aura certainement peu d'entrain côté management au début si c'est de votre propre initiative, un peu comme aux prémices d'un design système interne qu'il faut faire en sous-marin, mais c'est inconcevable, je trouve, de pas reconnaître la valeur d'un tel projet, même par les sceptiques, si on a des chiffres à l'appui sur le avant-après projet. Par exemple, les frictions sur les rituels, on va définir et rationaliser le chantier d'amélioration avec audit, par survey, verbatim, rôti, etc. Et puis on va récupérer le avant-après pour ensuite présenter tout ça aux décideurs sur les axes choisis, comme le temps gagné, le sentiment d'utilité, etc. Et
Je pense qu'il faut jamais rater une occasion de montrer le changement apporté sur quoi vous travaillez finalement. Il y a rien de personnel si un supérieur pense que vous faites rien. Si vous communiquez pas, il peut pas deviner votre implication et vos efforts. Donc vraiment communiquez surtout quand on vous demande rien. Voilà, c'est vraiment le plus important. Quand on vous demande rien, communiquez encore plus. Maintenant, nous arrivons à la conclusion, donc à la dernière partie de cet épisode très intéressant. Et j'aimerais savoir pour toi, quel est le futur du design ops? Ouais, vaste question. Déjà, pour l'instant, on a un phénomène assez similaire, je trouve, à l'apparition de l'UX design. Ça a été c'est un mot valise. Tout le monde veut être un peu dans la hype. Il reste un peu d'incompréhension de certains designers. Il y a un gain de maturité, c'est sûr. Les gens veulent voir cette spécialisation voir le jour. Et il y a un budget dédié, même parfois, et de plus en plus. Beaucoup de recrutement, parfois trop, notamment chez nos amis les Américains. Et il y a encore un besoin de prouver la valeur. Pour moi, on voit et on verra naître de plus en plus des profils ultra spécialisés dans certaines parties du design ops. Par exemple, on en a un peu parlé, mais les design community managers. Et je trouve que comme maintenant l'UX design c'est un must-have, demain le design ops ça sera un peu la même chose. Après, j'espère qu'avec ce gain de maturité dans le futur, on verra entre designers de moins en moins le design ops comme un danger pour nos emplois et notre créativité, et bien au contraire comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un vecteur de créativité, tout comme le design system, parce que moins de temps passé à faire des tâches répétitives et à refaire des assets design, c'est clairement plus de temps à la R&D et ainsi qu'à la recherche. C'est un marché naissant, notamment chez les consultants. Il y a une explosion, hein, je la vois, l'explosion au moins depuis 1 an. Et que c'est soit des besoins ponctuels, soit un moyen de tester la valeur de ces rôles et en internalisant possiblement par la suite. Là, je parle du cas d'Elo Fuster chez Aviv. Encore bravo à lui d'ailleurs. Et voilà, c'est des profils qui se vendent bien, c'est un bon signe et ça indique pour moi que le besoin est vraiment là et que ça sera certainement périn. Le marché, il est naissant aussi dans les bootcamps. Du coup, pour moi, c'est un besoin visiblement grandissant à la fois en interne et aussi en externe. Et c'est une évolution de carrière vers des responsabilités plus macro. Du coup, ça deviendra de plus en plus, je pense, une évolution assez naturelle vers des postes à responsabilité. L'enseignement dans des écoles, on voulait un peu en parler. Pour le coup, je pense qu'il y aura de plus en plus de modules Design Ops. En tout cas, pour moi, c'est la suite logique. Marina Wessel, déjà à Gobelin, elle nous a fait un cours de Design Management et d'Advocacy quand j'étais à DPNUX. Ce qui s'approche un peu de cette discipline du design ops, et il existe déjà évidemment beaucoup d'intervenants design system. Donc voilà, tout indique que ça continuera de prendre de l'ampleur dans les enseignements, même si je pense que voir des formations initiales dédiées au design ops, c'est peut-être selon moi pas forcément bon signe. C'est un peu comme être président sans connaître le quotidien de ses concitoyens, quoi. Il y a un peu ce côté-là, un peu schizophrène. Et moi, pour le coup, j'espère vraiment que la communauté continuera à partager les règles et les meilleures pratiques aussi librement qu'elles le font aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on entend et qu'on découvre des témoignages de design ops et d'équipes qui le soutiennent, je suis vraiment persuadé qu'on aura toujours plus de preuves irréfutables des avantages pour l'entreprise de nommer des spécialistes design ops. C'est un poste naturellement remis à des profils designers, mais je pense que les opportunités de carrière pour les profils juniors seront de plus en plus nombreuses. Déjà, c'est le cas avec Payfit et Thales, avec leur alternance design ops. Et dernier point là-dessus, selon moi, qui me tient à cœur, mon mémoire sur l'intelligence collective, c'est aussi né de l'espoir, on va dire, que j'ai d'arriver à influer plutôt sur l'évolution du design ops pour mettre l'humain un peu plus au centre des choses. On parle souvent de business centrique ou de user centrique, et avec le contexte écologique actuel,
on voit apparaître, et c'est bien le terme planet-centric design, qui est une approche plus systémique, encore assez peu considérée, mais c'est d'ailleurs ressenti comme complètement décorrélé de notre réalité encore capitaliste. Et je pense qu'on a un besoin de changer d'une vision égoïste, voire très égoïste, à une vision en écosystème. Et du coup, pour moi, le design ops, c'est remettre l'humain dans les préoccupations de chacun. Et par exemple, Payfit, ils améliorent des rituels pour permettre à chacun de s'exprimer et de se sentir partie prenante d'un tout. Et Figma, malgré un peu l'utilisation de certains deceptive patterns, c'est le paradigme total d'une collaboration omniprésente qui nous amène plus haut et plus loin tous ensemble. Excuse-moi pour revenir sur les mots que tu disais, sur remettre de l'humain au centre des préoccupations. Il y a un terme que j'ai lu récemment et qui, je crois que c'était dans un article, peut-être sur Medium, je ne sais plus, et qui était le human-centric aussi. Et qui, ça parlait de design, hein, bien entendu, mais c'était sur le human-centric. Donc ça existe bien aussi. Complètement. Ouais, ça, je crois que ça existait avant cette considération plus écosystème, planète-centrique. Mais ouais, tout à fait. Bon, là-dessus, c'était vraiment ma vision à moi, en tant que un peu arrivant dans le design ops. Et une dernière phrase, celle de Grégory Roy, je lui ai posé la question parce que j'étais intéressé d'avoir un retour de quelqu'un de plus expérimenté. Selon lui, le design ops, ça deviendra une norme dans les grands groupes. Et pour ça, la croissance des designers, et en particulier l'UX design dans les grands groupes, doit vraiment se faire de manière cadrée et avec des indicateurs fiables et compréhensibles pour la direction. Du coup, c'est une suite complètement logique de est-ce que le design ops évoluera? Oui, en tout cas, notamment dans les grands groupes, c'est une pure logique. Oui, puis effectivement, c'est ce que tu as dit tout le long de cette interview. Et je crois que j'espère. Et je crois qu'effectivement, tu voulais, avant de terminer, je crois que tu voulais nous donner quelques derniers conseils. Mais vraiment, dernière bafouille, après je m'arrête. Déjà, n'ayez pas peur de partager, même si c'est pas parfait. Là-dessus, déjà, bon, j'en suis une preuve vivante, je pense. J'ai beau faire du pixel perfect au quotidien dans mes designs, c'est notre quotidien en tant que design system designer. Mes prises de parole, par exemple, elles le sont pas forcément, mais on s'en fout. On est avant tout là pour partager. Et là, je fais encore une dédicace à Léo Fuster, qui a exposé en meet-up son sujet du moment chez Aviv Group, qui est un sujet vraiment bourbier, c'est un bourbier décisionnel, et pourtant il l'a partagé, même s'il n'en est pas encore sorti, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, même des galères des autres. Du coup, c'est la même logique, que ce soit des réussites, les échecs ou les galères, il faut les traiter de la même façon, et faites du théâtre d'impro. Merci à Nicolas d'être passé dans Design Plus pour échanger avec moi sur le Design Ops. Je voudrais encore souligner l'incroyable travail d'interview qu'il a fait durant plusieurs semaines avant l'enregistrement de cet épisode auprès de plusieurs design system managers français pour te transmettre tout ce savoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de partager autour de toi sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast, recevoir les notifications des nouveaux épisodes de la saison 10, alors n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Aujourd'hui, vous êtes plus de 4000 abonnés à suivre Design Plus, alors merci. À bientôt, salut.